Non, depuis League of Justice. League of Justice, ça Ouais, existe ça? la Ligue de... Oui, League of Justice, je crois que c'est League of Justice. C'est pas le League... Attends. Ah, en français, il y a peut-être un titre Ah oui, français. la Justice League. C'est Excuse-moi, je parle. League of... Justice League. Oui, C'est Justice League, mais en pardon. français, c'est peut-être League of Justice alors, Non, du coup, non, peut-être pas. Non, c'est peut-être Justice League. Je Ok, sais ok, plus. ok. D'accord, qui était avant Aquaman. Ah oui, c'est là qu'ils ont... Excuse my English. Bah, il y a un problème. Mais Tu peux le faire avec l'accent belge si tu veux. Jason Momoa. oui, c'est la League of Justice. Xavier Fagnon sait tout faire. Point. Son talent insolent et son indécrottable humilité en font l'un des comédiens les plus en vue du milieu. Nous retraçons son parcours depuis l'école des fans et une chanson de Carlos au cours de diction, à ses sorties pour le cirque Bouglione, puis à ses one-man shows qui ont comme socle commun l'imitation. Tout ça a créé le comédien multifacette que l'on a pu entendre sur Jack, le héros de la série Lost, Jason Momoa ou encore Dylan McDermott. Xavier est également passé par la Terre du Milieu en prêtant sa voix à Thorin, le roi nain dans le Hobbit, ou a aussi fait Brendan Fraser dans le superbe The Whale, ou bien Hugh Jackman dans le Prestige. Et il est depuis la saison 22 membre de la famille des Simpsons, en faisant par exemple Monsieur Burns, Skinner, Krusty le Clown, ou encore Ken Brockman. Lui qui fête cette année ses 30 ans d'ouvrage au doublage, dit que le paradoxe du comédien, c'est de s'oublier dans un personnage afin de mieux se révéler. Xavier nous dit aussi qu'il n'aime pas trop les redoublages de vieux films qu'il préfère dans leur jus, répond à la question quel est le sens d'une vie d'artiste, cite saint Thomas d'Aquin qui déclare « Il n'y a pas d'art sans contrainte » et fustige l'autocensure et les dérives de langage qui restreignent l'imaginaire et la pensée. Pourquoi jouer la comédie ? Pourquoi pas musicien, peintre ou sculpteur ? Ah, alors, j'ai fait du dessin quand j'étais assez jeune, c'est vrai. J'aimais beaucoup ça. Et mais même à un moment donné, j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais j'ai pas eu l'occasion d'apprendre académiquement le dessin, alors que j'ai eu assez tôt l'occasion d'apprendre la diction, la place de la voix, tout ça. En fait, quand j'étais petit, j'ai fait des imitations. Ouais. Et mes parents m'ont inscrit au conservatoire de la ville, à la Selle-Saint-Cloud, si tu veux. Et À quel âge ? J'avais 11 ans. Et je suis tombé sur un professeur à l'ancienne qui avait été élève lui-même de Georges Leroy et Henri Roland, qui eux-mêmes avaient été, je crois que Georges Leroy avait été élève de Sarah Bernard quand elle avait été prof au conservatoire de Paris. Et donc lui, il était de la promotion, en tout cas dans les années, dans les 3 années où étaient aussi Marielle, Rochefort, tout ça, et Belmondo, je crois. Ouais, je crois qu'il avait assisté au fameux bras d'honneur de Belmondo lors de du prix qu'il n'avait pas eu, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, est-ce qu'il est sorti voilà. de scène avec une cascade ? Oui, je crois que il y a eu une histoire comme ça et qu'ils lui ont pas donné le prix et qu'il leur a fait un bras d'honneur tout jeune. Alors bon, je veux pas déformer l'histoire, mais il me semble qu'il y a quelque chose un peu comme ça qui est arrivé. Déjà, il commençait à écrire la légende. Il m'avait raconté ça, mon prof. Jacques Herbert, il s'appelait. Jacques Herbert. Okay. Et je lui dois beaucoup parce qu'il avait monté une compagnie. Et donc, au début, j'ai pris des cours de diction, d'articulation, de place de la voix dès 11 ans. Donc, de la césure dans les phrases, etc. Donc, j'ai pris assez vite conscience de ce qu'était un texte à partir de poésie, en fait. C'est pas trop tôt, 11 ans pour... Moi, j'étais motivé, quoi. J'avais vraiment très envie d'apprendre ça. Alors, évidemment... j'avais jamais imaginé apprendre la diction, tout ça, mais en fait, quand c'est arrivé, c'est comme quand on apprend un instrument de musique, quoi. J'avais fait un peu de piano au conservatoire, et c'est vrai que mes parents étaient avec moi, ils avaient très envie, je pense, que je sois comédien, en fait, au fond d'eux. Ah ouais. Ouais. Parce que ma mère voulait être comédienne et mon père voulait être chanteur. Ah, c'est ça, ok. Ils voulaient par procuration vivre leur rêve. Alors après, ça leur a fait peur par moment, surtout à mon père, mais malgré tout, oui, je pense qu'ils voulaient vivre par procuration. Ça t'a boosté, ça, d'avoir leur soutien ? Oui, ça m'a quand même. Mais même, je crois même que ça a dirigé ma vie d'une certaine manière. En fait, je crois qu'ils avaient vraiment très envie de ça, parce que, en fait, la petite légende, c'est que mes parents allaient voir Jacqueline Maillan à 21h au théâtre le jour où je suis né, et je suis né à 21h.
au moment des 3 coups. donc, si tu veux, je suis né avec cette légende et donc avec voilà. Donc, je pense que quand même ils m'ont bien influencé par rapport à ça. Mais moi, enfin. J'adorais ça. En fait, dès que j'ai commencé à jouer un tout petit peu en public, ah oui, la première fois, c'était l'école des fans. J'ai fait l'école des fans quand j'avais 4 ans et demi. Trop bien. Donc Jacques Martin. C'est les révélations déjà. Ils sont où tes parents Exactement. Wow. Avec Carlos. Big Bisou. En avril 77. T'as chanté Big Bisou non, j'ai pas chanté Big Bisou. Lui sortait Big Bisou. Ah, donc okay. il était en promo avec Big Bisou. Et moi, j'ai chanté une chanson qui s'appelait Le Tiercé, parce que mon père jouait au tiercé. Mais il y avait, moi, je voulais chanter Seigneur Météo, mais c'était déjà pris. Donc voilà. Et ça a été ma première expérience de scène, entre guillemets, et je suis sorti de là emballé. J'ai vachement aimé ce truc-là, de chanter devant des gens. Pas eu peur, pas eu... Bah un peu, mais justement de... La bonne peur, enfin. Ouais, de la dépasser, cette peur, et de jouer. Et donc après, quand j'ai commencé à faire des imitations, et que je jouais pour la famille, ou au scout, ou les trucs comme ça, bah en fait, ça me plaisait beaucoup d'être sur scène, et on me disait que j'avais de la présence. Alors tu sais, peut-être comme on dit à un enfant, j'en sais rien, mais enfin, moi, j'y croyais. Et donc, quand j'ai commencé les cours de théâtre, j'étais très motivé. J'avais vraiment, j'avais envie de faire ça, déjà. Tu vois. Dès 11 ans. Ouais, en fait, non. C'est à 9 ans, comme je faisais des imitations, mes parents m'ont emmené voir Patrick Sébastien à l'Olympia. Et oui, non, mais... Et on est même allé le voir dans la loge. Oh. Et j'ai réalisé que c'était un métier. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est formidable, c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc après, bah, avec le théâtre, j'ai commencé à comprendre que la voix était un instrument, et donc mes parents me poussaient, ils me faisaient travailler tous les jours. À un moment donné, tous les soirs, je leur disais le poème, et donc le mercredi d'après, c'était mieux, quoi. Et donc après, bah, t'apprends à travailler de ton côté avec plus de rigueur, même si bon, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, il y a des moments, c'est fatigant, tout ça, mais quand t'es petit, mais j'étais vraiment très motivé, j'apprenais Cyrano de Bergerac, tout ça, petit, quoi, tu vois. J'adorais ça. Comme des gens jouent à la console en rentrant de l'école, toi tu sortais ton texte de Cyrano. Ouais, c'est vrai. C'était les tout débuts des consoles, hein, moi. Ouais. J'avais quelques copains qui en avaient, mais pas trop vers 9-10 ans, un peu après, quoi. Bah, les jouets, il y avait des jouets. Mais il y avait des jouets, Non, mais moi j'avais beaucoup de livres-disques aussi, d'audio, moi. C'est vrai que j'ai beaucoup formé mon oreille. Ah ouais, en t'as écoutant... été bercé à ça, ouais. Ouais, et puis comme je faisais un peu de musique, ben j'avais l'histoire des grands compositeurs, tout ça. J'avais les histoires, les histoires de Disney, les dessins animés, tout ça, mais en disque. Oui. Donc en audio. Et en fait, je pense que ça a beaucoup formé mon oreille, en fait. Tu vois, enfin, ça m'a développé. Et le fait d'imiter, donc d'écouter et de reproduire, ça a aussi beaucoup développé une passion pour l'audio, quoi, en fait. Je peux venir 2 secondes sur les cours de diction. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça marche? Bah, alors lui, il nous faisait dire des poèmes, si tu veux, en nous montrant comment le sens court dans une phrase, quoi. Le sens court dans une ouais, phrase. la pensée. Donc en gros, lui, son précepte, c'est qu'une phrase est une droite. C'est une ligne droite. Ok. La langue française, c'est pas une langue dans laquelle l'accent tonique est à l'intérieur. Il est à la fin, l'accent tonique. Et donc, à la fin de chaque groupe de mots, tu soutiens, et jusqu'à ce que tu ailles au bout du sens, lorsque se révèle la résolution de ta phrase. Comme en musique, il y a une résolution, si tu veux. Et donc, il nous disait, c'est comme une page de timbre, c'est une droite, mais avec des respirations qui sont les trous. Mais tu continues, tu tiens ton sens, tu le perds pas, et tu vas jusqu'au bout, et après, bah, tu prends un nouveau sens, une nouvelle intention. Après, bien sûr, avec le jeu d'acteur, on apprend à mêler les sentiments, les sensations, tout ça, les idées, les pensées contradictoires, les incidentes, etc. Enfin bon, ça se fait après, suivant les personnages aussi qu'on crée. Mais pour le sens, il y a quelques règles de diction, et lui, il nous disait, voilà... respirer, pour lui, les quelques règles, respirer entre le sujet et le verbe. Ça, pas au virgule, pas à la ponctuation. Alors aussi au virgule, bien sûr. Et entre tous les termes d'une énumération, y compris avant le premier. C'est-à-dire que si tu dis j'ai vu un vélo rouge, noir et blanc, et ben tu fais j'ai vu un vélo rouge, noir et blanc. Et en fait,
après, t'es plus obligé de respirer. Mais si tu le penses, et bah, dans des énumérations complètes, et notamment en doublage, quand on a beaucoup d'infos Ouais. à relater, tout ça, et bah, voilà, moi, j'ai appris ça très jeune, en fait, et je me suis rendu compte que dans les textes classiques, parce que c'est ça, on disait beaucoup de textes classiques où il y a des inversions, Oui. donc voilà, et ça te permet de garder, que la pensée soit très claire, et pour toi, et pour le public, en fait, d'une façon un peu scolaire au départ, mais petit à petit, toi, tu trouves ta liberté là-dedans et tu mêles l'interprétation à tout ça. Ça me rappelle Benoît Alman, quand il partait sur un pavé, tu vois, par exemple en jeu vidéo, il n'a pas d'image, donc il ne sait pas où il va. Il part sur son pavé, il ne sait pas où il va. Ouais. Et c'est à la fin, il se rend compte qu'il y a un point d'interrogation. Et il relève la petite virgule à la fin. Et tu fais, ouais, ça marchera pas. Et ça marche. Bah, parfois ça marche. Parfois ça marche pas. Hein. Ouais. Mais la plupart du temps, là, avec ouais, lui, très franchement, souvent, ça marche. Et puis avec lui, un peu de maîtrise, oui, voilà. oui. Ouais, il était quand même Ouais, il un peu était quand capé. même assez fort. Ouais. Mais c'est fou. Très fort, même. Ouais, donc tu dis ta phrase comme si tu disais une affirmation. Et puis à la fin, hop, tu relèves. Et bah, puis... parce qu'il te tenait le sens. Donc en fait, c'est à la résolution que les choses voilà, s'illuminent. En fait, que le sens s'illumine. Donc tu peux faire ça. Trop bien. Mais c'est mieux de la penser avant si tu le sais. Mais voilà. Oui. Moi aussi, j'ai fait ça, je vois très bien. Ouais. Il m'est arrivé de dire des textes pour la Bibliothèque nationale il y a très très longtemps. Et par exemple, pour Proust, qui a des phrases très très longues, Ouais. cette technique de tenir le sens, voilà, ça m'a vachement aidé, de soutenir juste la finale, mais tu vois, sans en faire trop, mais juste de la soutenir et de tenir ta pensée, c'est génial. Pour Zola, c'était plus compliqué parce que c'était que des points-virgules et des idées et c'était Déjà à c'est lire écrit Zola. plus à lire comme ça que Ouais, mais même à lire, hein, c'est costaud. Moi j'adore, mais effectivement, ouais, je comprends. Mais non, mais il y a des images, enfin, tu vois tout quoi, c'est excellent. Bah, tu peux pas faire autrement. Mais à l'oral, des c'est pas fait descriptions, pour, j'ai l'impression. des descriptions en voiture, Ouais. en voilà. Tu fais régulièrement Monsieur Loyal au cirque Oui. Bouglione. Ouais. C'est qui Monsieur Loyal? Alors, Monsieur Loyal, c'est un personnage en fait qui est inspiré d'un directeur de cirque et d'une grande famille de cirque qui étaient les Loyal. Et apparemment, il y a un des grands directeurs de cirque qui était présentateur en fait. Et forcément, c'était un peu lui qui présentait, le directeur du cirque. Et bah voilà, Loyal a marqué. Et aujourd'hui, c'est plus une espèce de. Alors moi, je fais présentateur et j'interviens avec le clown, si tu veux. Donc le personnage de Loyal, il peut être un peu comme le clown blanc, c'est-à-dire le personnage un peu sérieux, représentant l'autorité, la connaissance du monde du cirque, la connaissance de la langue, en l'occurrence française. Il parle bien, il sait parler, mais bon, les grands, Monsieur Loyal, ils le font dans toutes les langues, quoi. Enfin, dans beaucoup de langues. Ils sont capables de le faire en anglais, en allemand. Voilà. Bon, moi, j'ai pas assez voyagé avec les cirques pour pouvoir faire ça, mais j'ai rencontré Christiane Bouglione il y a plus de 30 ans. Et par un ami d'enfance en fait, qui est d'une famille de cirque et que voilà, qui est resté un ami très proche. Et quand on était petit aux anniversaires, bah moi je faisais des imitations, tout ça, et lui il faisait du monocycle, il faisait du jonglage et c'est vrai que ses parents disaient, mais toi, tu pourrais un jour peut-être présenter du cirque. Et donc, quand il a fait ses premiers cachets avec Christiane Bouglione au cirque de Noël, Christiane Bouglione, ça m'a donné, il a donné mon nom parce qu'elle cherchait un présentateur. Ah ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé que je l'ai rencontrée. Je suis allé au cirque d'hiver, parce qu'elle vit au cirque d'hiver. Et je l'ai rencontrée là, et elle m'a employé avec ses enfants aussi qui étaient d'accord. Et puis maintenant, bah voilà, ça dure depuis plus de 30 ans. Et j'adore ça. Et on fait le fil rouge surtout, quoi. Le clown et moi.
On fait le fil rouge du spectacle. Donc, T'es obligé de tout connaître par cœur, enfin, le ouais, bah déroulement du... oui, le déroulement, les changements de matériel, beaucoup. Tu vois, nous, on intervient pour donner du rythme. Pour beaucoup. meubler un peu. Ouais, un peu, mais aussi garder l'attention du public, le faire rentrer dans une autre atmosphère par rapport au numéro d'après, ou alors vraiment faire rire, effectivement, avec le clown. C'est un peu, il a un côté faire valoir, ce personnage. Donc, et voilà, mais il porte beau, et donc on fait le fil rouge du spectacle, et suivant les années, il y a des thèmes plus ou moins différents, enfin à chaque fois différents, mais nous on commence à avoir une complicité, mais c'est des clowns différents qui viennent à peu près 3 ans, 4 ans, ça dépend parfois des années, et puis de leur possibilité, de leur dispo aussi, je pense, mais voilà là. Donc t'as des complicités différentes avec les uns avec les autres. Ah bah oui, enfin complicité, mais aussi ça requiert, il y en a qui parlent plus, avec qui on a des échanges verbaux, qui aiment improviser. Ou d'autres au contraire, on sait beaucoup plus. Il y a toujours une part d'impro quand même, parce que le cirque c'est vraiment un art vivant. C'est vraiment génial parce que ils savent, ils ont des performances, si tu veux, ou après, enfin, je fais ça par rapport aux jongleurs, par exemple, où ils finissent en jonglant sur un truc, ou en faisant un numéro très périlleux, ou des choses comme ça. Même les clowns, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ils savent très bien, on sait où on va, mais par moment, on peut improviser. Il y a les accidents, je veux dire, sympathiques, quoi. Les petites choses différentes, quelqu'un qui passe, un truc, je sais pas, un machin qui tombe, n'importe quoi, mais on fait feu de tout bois, quoi. On rigole, ou quelqu'un qui se lève d'une manière bizarre, on est en train de dire un truc, on va lui parler. Enfin, c'est très très vivant, et les clowns, ils ont ce mérite d'être internationaux. C'est formidable. Moi qui ne fais que présenter au Cirque de Noël Christiane Bouguillon, qui est à Paris, dans le bois de Boulogne. Les voir arriver d'Allemagne ou de Belgique ou d'Angleterre ou d'Italie, et ils mettent toujours un tout petit peu de temps à se régler, tu sais, parce que il y a certaines blagues qui marchent pas en France, quoi. C'est pas le même public, et vraiment c'est pas la même culture, et les petites choses, et ils sont très forts parce qu'ils s'adaptent vraiment très très vite. Parce qu'on monte en une semaine le spectacle, même pas. Enfin, moi, je viens 3 jours. Alors, c'est parce qu'ils ont leur numéro. Donc, on en a parlé avant. On fait vraiment un fil rouge clair. On sait où on va. Mais bon, on n'a pas énormément de répètes. Tout le monde est habitué à ce rythme-là. Et les numéros, en général, sont quand même assez performants. Et enfin, moi j'ai beaucoup d'admiration pour leur travail. C'est une rigueur aussi. Il y en a, je me rappelle, on avait eu un couple de rollers. On faisait la fête le dimanche soir, tu vois, parce qu'on avait joué 3 fois. Et on joue souvent 2 fois le samedi, 3 fois le dimanche. Et enfin, ça arrive, quoi. Ou c'est 2 fois normalement, mais parfois on fait 2 fois, 3 fois. Ah, c'est sport, hein. Et oui, bon, et encore, moi, je ne fais que parler dans un micro, mais et c'est de faire un peu rire de temps en temps. Mais ceux qui ont des performances physiques, si tu veux, et c'est des performances vraiment quand même haut niveau, quoi. Et eux, ils faisaient un numéro de roller vraiment assez élaboré. Et après, alors que nous, on allait tous un peu faire la fête le dimanche soir, eux, ils restaient répéter encore, parce qu'ils n'étaient pas contents d'un truc, qu'ils n'avaient pas bien fait, tout ça, etc. Et comme on jouait que les week-ends, ils répétaient tous les jours. Tu vois, c'est essentiel. C'est des athlètes et des artistes. C'est génial. Ouais. C'est formidable. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être entré dans ce domaine, enfin ouais, dans ce monde, ouais, c'est ça, du cirque. Et puis ce qui est formidable, c'est que c'est rond. Il y a quelque chose d'originel, de très. J'avais pas pensé. Tu vois, mais vraiment, de très brut. Je suis au centre de la terre, quoi. Ouais, puis au niveau comédie, il y a quelque chose aussi de très. Ça a l'air simple, et en même temps, c'est un peu comme le dessin animé. Quand on dit du dessin animé, tu vois, c'est à gros traits, mais il faut pas que ça se voit. Et il faut qu'on y croit, et c'est très plaisant, c'est très fort même comme sensation, je trouve. Qu'est-ce que ça t'a apporté à ta palette, le cirque? Alors, une écoute, parce que forcément, t'es obligé d'être dans l'instant, donc
t'écoutes beaucoup ton partenaire et puis une attention beaucoup aux autres parce que t'es toujours en train d'observer s'il y a quelqu'un qui se trompe, s'il y a un problème de matériel, un truc, hop, t'es un peu régisseur aussi. Enfin, il y a un régisseur de piste, hein, mais de toute façon, tout le monde au cirque fait attention à tout le monde. Okay. Et quand tu présentes, forcément, t'as la responsabilité que s'il y a un problème ou quoi, tu dois intervenir. Oui, si quelqu'un sûr. loupe, parfois, on sait qu'il te demande si dédramatiser ou de venir. Voilà, il te dit voilà, est-ce que tu peux dire un mot pour dire que je vais le refaire, voilà. Ouais. Et parfois ils préfèrent pas parce qu'ils préfèrent prendre le public. Eux, ils savent que voilà. Mais s'il y a un imprévu, un problème technique ou n'importe quoi, un oubli de matériel, faut pouvoir que ça se voit pas, ça n'arrive pas très souvent, hein, mais parce que derrière on vérifie avant, on fait gaffe. Ah, mince, on a oublié ça, on va chercher. Donc il y a toujours des petits trucs quoi qu'il faut à aménager et donc je pense que ça m'a beaucoup apporté une vue d'ensemble. Et puis ça m'a donné d'un spectacle, tu vois. Ouais. Et puis ça m'a donné confiance en moi aussi parce que j'étais très étonné, j'avais 22 ans, quoi, la première fois que j'ai travaillé avec eux, qu'ils me fassent confiance. Alors, j'ai co-présenté la première année, mais quand même, quoi. T'avais passé une audition, j'imagine, ou un essai? Oui, un entretien. Un entretien. Après, elle m'avait demandé d'écrire des annonces, si tu veux, à l'avance, que je lui ai présentées à Christiane et à ses enfants, qui sont là aussi, hein, qui participent complètement à la mise en piste, au spectacle, quoi. Et donc, voilà, eux avaient validé ce que j'avais écrit, ils trouvaient que ça correspondait. Ils voyaient bien que j'avais une bonne élocution, une bonne voix, et que j'étais capable d'écrire, en fait, parce que j'avais déjà fait du one-man show, moi, d'imitation. J'avais déjà écrit des textes. Donc, j'étais pas largué dans l'écriture et puis j'aimais le cirque, notamment avec ce copain j'y allais quand même assez souvent quand j'étais petit, mes grands-mères m'emmenaient au cirque, j'aimais beaucoup le cirque, donc qu'est-ce qui te plaisait dans le cirque? Alors quand t'es enfant, tu vois, c'est d'abord voir ses performances. Ouais. C'est très fort. Côté impressionnant. Ouais. Puis tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, parce que les clowns aussi, ils font des trucs. D'un coup, ils font une performance et puis après, à côté, ils se trompent. Enfin, c'était fascinant. Les costumes, les paillettes, les beaux corps aussi. Ils sont incroyablement beaux, quoi. Tous ces athlètes et tout. Quand t'es gamin, t'as envie de devenir comme ça. Ouais. C'est vrai. Les femmes sont belles, le maquillage de partout. Et à l'époque, il y avait les animaux. Alors bon, bien sûr, maintenant, ça a été très récrié, tout ça. Mais moi, j'avais une fascination pour ça, de voir d'un coup, mais même des chevaux, tu vois, de voir des chevaux en vrai, de voir tout d'un coup un éléphant arriver et tout. Je ne saisissais pas qu'aujourd'hui on y reproche. Et j'avais une fascination pour ça et de les voir, je trouvais. Et puis même, j'ai vu des numéros de complicité avec des chiens, avec des formidables. On a eu une année un numéro de cheval avec un monsieur qui faisait un travail mais exceptionnel. Et après, c'est sa fille qui l'avait présenté, Rosie Horreger. Et on avait l'impression que le cheval faisait tout de lui-même et tout. Et t'avais l'impression que Jolly Jumper était là, quoi. Il allait te parler. C'était incroyable, hein, mais incroyable. Ils font des trucs. Et donc, gamin, ça me fascinait le cirque, vraiment. J'avais très, très envie de faire partie de ce monde-là. En plus, il y avait le voyage. Donc, oui. tu vois, quand tu pars en tournée, tu veux dire, à l'époque, les cirques, ils faisaient beaucoup de tournées. Ils partaient des mois et de voir arriver le convoi, tout ça, s'installer sur une place. C'est le côté troupe, famille qui te plaisait? Ouais, et puis itinérant, tu vois. le côté de le côté international aussi du cirque, c'est fascinant. Là, voilà, t'as la chance d'être avec un clown. Bon, là, celui avec qui je travaille, il est formidable, Emilien Delbosque, il est franco-britannique. Donc c'est facile de communiquer, mais ça m'est arrivé de travailler avec d'autres. On parle un peu dans toutes les langues, mais on se comprend. Moi j'aime bien parler anglais, espagnol, j'ai pas trop de problèmes pour ça. Il y a souvent des Italiens. J'ai travaillé avec Lorenzo Carnevale aussi. Lui aussi, il est italien. Il a une super personnalité, tout ça.
Et bon, bah voilà, tout le monde se comprend. Il y a des Russes, il peut y avoir des Chinois, tout le monde se comprend, quoi. Enfin, on arrive très bien à communiquer. Il y a des fêtes, tout ça. Et ça, tu le ressens quand même quand t'es môme, et qu'il y a tous ces, et puis le trapèze volant, tout ça, ça me faisait, c'est quand même impressionnant ce qu'ils font, quoi. Mais je reste assez scotché par leur travail, hein, puis de les voir travailler autant pour émerveiller les gens. Et sans effets spéciaux, quoi. Voilà, c'est ici, maintenant, et voilà. La vérité du moment. Exactement, Ouais. exactement. Donc alors, comment t'as atterri sur une piste de cirque, mais tu nous as un petit peu raconté. Ouais. Est-ce que tout le monde peut incarner Monsieur Loyal, ou y a-t-il des prérequis? Pour être tout à fait franc, je ne sais pas si je suis Monsieur Loyal. Je vais te dire la vérité, dans le monde du cirque, si tu veux, il y a des codes tellement... il faut connaître tellement bien le monde du cirque pour être un grand Monsieur Loyal, si tu veux. Tu te sens pas encore légitime, c'est ça? Bah, je ne sais pas. C'est-à-dire que Au bout de 20 ans, au quand cirque de Noël, je sais que je suis, voilà, je présente. Mais non, mais tu vois, je ne vis pas une vie de cirque, quoi. Moi, je suis plus comédien. Donc voilà. Bah, t'amènes ton monde à toi. Mais exactement. Non, mais tout à fait. Ouais. Mais pour être un grand Monsieur Loyal, il faut connaître un peu toutes les étapes du cirque aussi, tu vois, avoir fait aussi pas mal de choses. Je pense certains ont touché à beaucoup de choses du monde du cirque, être là-dedans depuis petit, beaucoup. Alors c'est pas obligatoire non plus, parce que voilà. Gros plus. Mais il faut avoir quand même une culture vraiment non seulement apprise, mais vécue du cirque. C'est ça que je veux dire, tu vois. Okay, ouais. C'est là où, moi, mon expérience est 1 mois par an, vécu à fond. Bien sûr, je vais voir d'autres spectacles de cirque, de gens que je connais, tout ça, etc. Et plus ça va, plus ma culture s'étoffe. Et voilà, mais c'est comme en doublage, quand on fait tous les jours et que voilà, au bout d'un moment, tu sais où t'es, tu sais qui t'es, tu sais pourquoi il y a tel truc, pourquoi ils ont écrit ça comme ça, tu sais tout ce qu'il faut changer à vue directement. Alors là, oui, bien sûr, là je suis vraiment complètement baigné dedans. Le cirque, j'ai cette chance extraordinaire d'être admis dans ce monde 1 mois par an, et puis d'avoir des amis dans ce monde-là, bien sûr, et donc d'en connaître plus que beaucoup de gens. Mais je pense que la chose essentielle, c'est d'avoir une grande culture vécue du cirque pour être un bon Monsieur Loyal. Ce que m'avait expliqué Sergio aussi, qui est pour moi un grand Monsieur Loyal de référence, si tu veux. Les 2 plus connus en France, et il me semble que c'est Roger Lanzac et Sergio, quoi, qui a beaucoup présenté le Festival de Monaco, y compris à la télé, et qui est un grand monsieur, et qui moi m'avait parlé du timing pour dans le cadre d'une entrée de clown, quoi, si tu veux, pour vraiment arriver à ne pas foutre l'autre dans la merde et à tenir le comique. Bon, il se trouve que moi j'ai bien le sens de la comédie, tout ça, donc assez spontanément j'ai ça, mais je sais que c'est très important le timing et de tenir son personnage qui est élégant, qui est chaleureux, mais de temps en temps qui est quand même l'autorité aussi, qui peut être sérieux. Et évidemment, on va en faire un peu plus dans le sérieux quand on sait que derrière le clown va nous descendre. Voilà. Bon, moi, voilà, je suis chaud, donc ça leur sert assez souvent, mais mais c'est bien. Et bon. Et faut avoir de l'humour sur soi-même aussi, je pense. Mais ouais, je sais que la qualité du timing dans la comédie, dans les moments de comédie, en fait, est très importante. Et puis, il faut les connaître. C'est-à-dire que comme on les monte assez rapidement, il y a toute une culture d'entrée de clown, de numéro de clown, que le Monsieur Loyal doit avoir. Ouais. Donc toi... Pour toi, Noël rime avec le cirque? Complètement. À chaque fois? À chaque fois.
C'est drôle. T'avais vu Batman, le défi? Ouais, Parce que ça se passe à Noël. ouais, Le méchant, c'est le pingouin qui a des gens de cirque avec ouais, lui. ouais, ouais. Ouais, Ça me fait ouais, penser oui. à ça, moi. Ah Ça oui, me- ça te fait penser à ça. Ouais, Ouais, bah pour oui. moi, tu mélanges Noël et le cirque, je suis Ah dans ouais, bah Batman le complètement, défi. ouais. 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 Bah, toujours une période importante pour les artistes de cirque, Noël. C'est la période des galas, tout ça, Mm. où aussi les comités d'entreprise prennent beaucoup de place ce qui est génial. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dans le théâtre et dans le cirque. Et dans le cinéma, enfin, moi, j'aime beaucoup, mais même dans la télé, l'aspect familial des choses. Je trouve que ce qui est formidable, c'est que c'est fédérateur, le cirque, pardon. Y compris des nationalités, de tout. C'est pas clivant du tout. On a besoin de ça aujourd'hui Oh oui. oui, où aujourd'hui la culture s'est fractionnée d'abord avec le marketing dans des niches 18, 25, 25, 35, Je suis bien voilà, d'accord. tout ça. Tellement d'accord. Et l'Internet en a rajouté une couche, enfin les réseaux sociaux ont rajouté une couche avec la bulle cognitive. Ouais. Et alors que moi j'ai connu quand j'étais petit une télé qui voulait rassembler en tout cas. Exactement. Quoi. Et Ça doit être à ça le divertissement. Ben oui, Je suis navré, exactement. mais Ben oui. Et donc on dit souvent le cirque c'est pour les enfants, mais non, le cirque c'est pour tout le monde. pour la famille. Mais oui, c'est pour la famille. Et surtout, c'est vrai, franchement, quand on voit le niveau de ce qu'ils font et tout le monde est scotché, hein, c'est pas, Ouais. tu vois. Et quand tu vas au cirque d'hiver voir leur spectacle où il y a vraiment de très très grands artistes de cirque qui ont souvent des prix au Festival de Monaco, tout ça, qui viennent souvent aussi au cirque de Noël, Christiane Bouguillonne. C'est des gens, tu vois, c'est des grands artistes. Ce sont vraiment de grands artistes et eux, leur intention est d'émerveiller tout le monde et pas juste. Et ça, je trouve ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi dans le monde du cirque. C'est comment dans les coulisses d'un cirque en période de représentation? En période de représentation, franchement, alors au début, C'est l'effervescence. au début c'est l'effervescence pour les premières quoi, on est un peu mince, il y a ça, il y a tel truc, mince j'ai oublié ça, j'avais pas pensé, on n'a pas anticipé sur des détails. Moi en général en tant que présentateur, j'ai du texte en plus au cas où il y a des petits problèmes. D'accord. Je sais à peu près quoi dire. Bon, le clown, lui aussi, il sait au cas où, voilà. Mais très vite, c'est très détendu. Ok. Parce que c'est des grands pros, ils savent, Ouais. voilà, ils en font tout le temps. Et vraiment, ça discute derrière, tranquille, voilà. Bon, il y a des numéros plus ou moins périlleux, donc quand c'est un peu périlleux, tout le monde regarde un peu derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou quoi. Moi, je reste quand même très attentif aussi. Je suis très attentif au passage du clown aussi, même quand il est seul, quoi, parce que souvent j'interviens quand même de temps en temps, mais aussi pour sentir ce qui se passe en public, quoi. La relation avec le public qui se crée parfois. T'es un peu le thermostat finalement? Ouais. Et puis. Quand tu vois que ça réagit pas assez, du coup tu fais quoi? T'en fais plus? Tu vas arriver, tu fais plus de grimaces, plus de singeries, plus de... Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? T'essayes de trouver la faille qui va faire que ils vont plus rire, quoi, tu vois, mais c'est un peu instinctif, en fait. Ou alors être plus dans la poésie, suivant les soirs, quoi, tu vois. Mais c'est une petite couche de choses qui changent. Mais c'est pareil au théâtre, hein. Moi, quand c'est pas à moi de jouer, par moment, je sais que j'ai du temps, donc j'écoute pas forcément, mais puis il faut se changer, souvent on a des trucs... mais un peu de temps avant de reprendre, t'écoutes, tu prends la température, quoi. T'écoutes comment le public réagit. Il y a des moments clés où tu sais que si ça rit là, C'est bon signe. c'est bon signe. Normalement, il y a des rendez-vous, quoi. Et on voit bien, selon la représentation, il y a des rendez-vous, ça se passe bien. Ou alors, dès le début, tu sens aussi, moi, je présente souvent le début, tu vois. Ouais. Donc, je sens si le public réagit bien, ou on dit, ils sont durs là, ils sont, tu sais, à 14h après le repas, tu sens que, voilà. Et puis, petit à petit, ils rentrent dedans. Alors qu'à 17h, ils sont déjà un peu plus, voilà. Ou à 10h30, quand on joue à 10h30. Ah ouais, les gens dorment encore? En fait, ça dépend. Parfois, ils sont au taquet à 10h30, hein, plus que nous, quoi. Franchement, on est là. Oh là, nous derrière. Ça pique, là, c'est dur. T'as déjà été réveillé par un public, en te disant « Ah mince, je suis peut-être pas... J'en donne pas assez » ou... Non.
Non, rêver, enfin, dans ce sens-là, non, pas trop, non. Par contre, c'est vrai qu'il m'est arrivé à l'époque où nous faisions du cabaret avec Christophe et Adrien et que nous nous couchions très tard le lendemain, d'être au cirque à 10h et Adrien Antoine, d'être Christophe là un Lemoine. petit peu, oui, Adrien Antoine et Christophe Lemoine, et d'être un peu... allez, Ça pique. ça pique un peu, quoi. Mais non, mais après, c'est ça qui est formidable. Dès qu'il y a le public, il y a quelque chose qui s'installe et puis on est pro, on sait ce qu'on fait, on sent, on n'est pas en dehors de ce qu'on fait. Oui, de ce point de vue-là, le public peut te réveiller. C'est-à-dire que la présence du public fait que forcément, tu peux pas t'endormir derrière, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon cas, non. J'ai jamais vu d'ailleurs. En général, les gens. Mais j'ai vu des gens. Enfin, ils sont très forts, des gens se blesser juste avant de jouer, si tu veux. J'ai vu un gars une fois se casser 2 doigts juste avant, accident bête derrière, quoi. Juste avant de faire un numéro de sangle, si tu veux, où il montait comme ça à la force des bras, tu sais, il était un peu comme le Christ en haut, etc. Et après, il faisait tout un numéro de sangle aérienne, quoi. Et je l'ai vu y aller. Il y va quand même. Il y va quand même. Très. Il prend sur lui. C'était dur. Ouais, c'est laborieux. C'était. Nous, on le sent, mais le public, pas forcément. Hein, mais moi, je l'ai vu en coulisses, quoi. C'est après qu'ils se donnent juste avant, quoi. Qu'ils se donnent le droit d'avoir mal. Et tout. Et non, j'y vais. Et il y va et il fait un numéro formidable, impeccable et tout. Puis il ressort. Et puis quand il sort, il y a un engagement des gens de cirque très, très, très fort. Et il y a beaucoup d'humour dans le monde du cirque, beaucoup de recul sur ce qu'ils font. Tout en ayant beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Et ça, c'est une grande vertu, je trouve. Le lièvre et la vertu. Ouais. En 2005, tu fais un one-man show qui s'appelle Les Projections de Xavion. Ouais. Qui est Xavion ? Ah oui, alors. En fait, je l'ai commencé en 2002. Ok. Mais d'ailleurs, ce one-man show a toute une histoire. Parce que... Alors, j'en avais fait un autre avant, mais celui-ci... la toute première que j'ai fait une première version en 2000. Ok. Avec, en fait, l'idée, c'était d'avoir un miroir. Alors, je vais te répondre après à qui est Xavion, mais c'était d'avoir un miroir sur scène. Je pense que d'ailleurs, il cherchait un peu qui il était, Xavion, honnêtement. Évidemment, Xavier Fagnon, ça donne Xavion. Oui. Mais j'avais déjà, dans Décrocher la Terre, qui était un spectacle que j'avais fait en 94, j'avais déjà créé ce personnage de clown un peu... qui se voulait un peu littéraire, entre guillemets, comme pouvait l'être Raymond DeVos, si tu veux. Ok. C'était un personnage avec un nez de clown bleu, qui pour moi symbolisait une tache d'encre. Ok. Tu vois, et qui était clownesque, hein, quand même, mais à base d'imitation, puisque j'étais imitateur. Et il cherchait au fond de lui, le thème, c'était comment se réaliser quand on est, comment savoir qui on est quand on est constitué de références. C'était ça le truc. Okay. Et donc ce personnage était chez lui, il était dépassé par des imitations qui prenaient de la place, et il y avait une grande porte derrière lui. Il ouvrait la porte et il se retrouvait face à un miroir, qui était en fait une caméra qui me prenait en direct, et donc il pouvait pas sortir. Et petit à petit, le reflet, on avait filmé des extraits, donc d'un coup, le reflet se mettait à lui parler. Et il y avait des flashbacks sur sa famille, il y avait 3 tableaux, un tableau sur la famille, où je jouais tous les personnages, un tableau sur l'amour, où il y avait un personnage féminin qui était joué par Véronique Desmadrilles, et un tableau plus sur la société actuelle, de l'époque, début d'Internet, un peu le clonage d'artistes. C'était un personnage de producteur d'artistes virtuels, voilà. Mais à partir d'imitations, où il y avait j'avais inventé des personnages un peu inspirés de Calogero, Pascal Obispo, et qui se répondaient. Et c'était assez drôle. Je faisais Arthur H dans ce spectacle. Okay. Et donc voilà. Et donc Xavion a eu du mal à savoir qui il était, effectivement, mais il s'interrogeait là-dessus.
avec ce miroir. Et il y avait une caméra qui me prenait dans le dos aussi. Donc j'avais 2 caméras comme ça, je pouvais danser avec mon reflet. Tu vois, il pouvait y avoir 2 personnages comme ça, on avait un mélangeur vidéo. C'était élaboré techniquement. Il y a eu quelques pains. C'était pas facile à mettre en place. Ouais. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus simple, tu vois, mais à l'époque, c'était tout en analogique encore comme. Donc, il y avait Avec le des DVD. caméras en bois et puis des Non, mais Moyen-Âge, quoi. c'était le mini DV, tu vois. Ouais, Donc, c'était pas les formats J'en d'aujourd'hui. ai fait des courts-métrages au Bah oui. mini DV, ouais, je Ouais. connais bien. Ouais. Donc voilà, et donc la première date que j'ai faite, c'était au cirque, où Christiane m'avait permis de faire une date unique D'accord. de test en fait de ce spectacle, et où la maman de mon fils, qui s'occupait de m'aider à la production, avait fait venir 700 personnes. C'est-à-dire que pour un test, C'est pas mal, hein, dis donc. Et on avait testé ce truc de miroir, ce principe, là, au cirque, quoi, vraiment. Après, on l'a fait en salle 2 ans plus tard, parce que j'ai réécrit beaucoup de choses. Et donc, en 2002, on l'a joué à la Comédia. J'ai dû jouer non, un peu moins, 75 fois, je crois, ou quelque chose comme ça. Comment et pourquoi cette idée ? Je pense qu'au fond, quand t'es imitateur, tu cherches un peu ta voix aussi. et je pense que je m'interrogeais là-dessus, en fait, au fond de moi. Et je voulais en faire quelque chose de quand même, bien sûr, tu cherches à trouver un écho chez les autres. Donc, de représenter le fait qu'on était aussi bombardé de d'autres personnalités, d'autres références, et qu'on se construisait aussi en miroir de certaines références, et que notre image pouvait nous échapper, et que, tu vois, il y avait et que cette société jouait maintenant sur justement une image de soi. C'était le début des réseaux sociaux. Oui. Toute une façon de voir le narcissisme aussi. Donc j'avais envie de jouer sur tous ces thèmes-là, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une part un peu... j'essayais qu'il y ait un côté un peu inconscient dans cette écriture, mais que petit à petit, ça donne un écho chez le public, le côté familial, tu veux, les références de chacun. Chacun parlait dans des chansons de son époque, tu vois, le grand-père, le père, mais il y avait un conflit de génération. Je faisais Joe Star qui parlait à Georges Brassens, ou tu vois, mais à travers les personnages, quoi. La maman, c'était un peu Shirley de Shirley et Dino à l'époque, et on avait fait tout un truc. C'était génial. J'avais réussi à avoir quand même des moyens pour faire ça, et surtout une équipe technique qui était vraiment beaucoup avec moi. J'avais un pianiste avec moi, et c'était ça a été un vrai truc personnel, un vrai travail, un vrai épanouissement personnel, artistique, quoi. Justement, quelle leçon t'en as tiré ? J'ai appris des choses c'est-à-dire que tu sais, d'un spectacle, on tire le bilan, quoi. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le plan artistique. Sur le plan artistique, j'ai essayé plus tard de gommer un côté un peu clown triste, si tu veux, ou d'avoir un clown un peu plus percutant, un peu plus percutant, moins triste, ouais. Mais de garder ça pour certains moments, quoi. Tu trouvais que c'était trop dominant ? Ça pouvait être là, mais en fait non, c'était bien quand ça rentrait pas là-dedans, en fait, je trouve. C'est-à-dire que, et ça se jouait à peu de choses, c'était pas que dans l'écriture, tu vois, c'était vraiment un truc de présence aussi, et puis oui, des personnes qui m'ont aidé plus ou moins bien. Comment tu sais tu sais comment t'entourer, quoi. Tu dis ça rendait mieux ou ça rendait moins bien, comment tu sais ça ? Tu sens l'adhésion du public. C'est ça ? Ouais, tu sens vraiment. C'est à la réaction du public ? Ouais. Au retour des gens, enfin au retour en direct ? Ouais, tu le sens. Ouais, tu sens. Tu sens quand tu peux les perdre un peu. Alors au début, tu comprends pas, mais en fait, souvent, c'est des trucs techniques. Dans celui que j'ai fait après, à un moment donné, il fallait que je fasse beaucoup de variations de rythme, et j'en faisais pas assez. Et je me disais, je comprends pas. Je comprends pas. Et en fait, quand j'ai compris ça,
C'est un one-man show qu'on a écrit avec Christophe Lemoine et qu'il a mis en scène aussi avec moi, quoi. Enfin, on l'a commis en scène, mais c'était lui qui était à l'extérieur, donc il voyait bien les choses. Et à un moment donné, il m'a dit ça. Ça m'a déclenché le truc qui a permis vraiment au spectacle d'être fini, quoi. Tu vois, d'être plus précis et de pas tomber dans certains écueils parce que tu découvres ton spectacle au début. Ouais. On n'a pas toujours parce que tu répètes, oui. Alors tu vois beaucoup de choses quand tu répètes, mais quand tu es en public, il y a plein de choses qui changent. Et quand tu as fait une première avec des amis, les gens rient à certaines choses parce qu'ils te connaissent, ils savent ce qui est ce que second degré. C'est pas le même rire. C'est pas le même rire. Et quand tu es avec des gens qui te connaissent pas du tout, il faut qu'eux rentrent dans ton univers. Faut que tu ailles les chercher. Ouais. Voilà. Et donc déjà dans les projections de Xavion, j'ai appris quand même beaucoup là-dessus. Et dans Rendez-vous Place Gandhi aussi, j'étais content du résultat final où après on avait vraiment un truc qui me semble était très réglé et c'est jamais imparable, mais enfin quand même t'as une espèce de musique, tu vois, t'as une espèce de cadence quoi qui est bonne et quand t'es dans la bonne cadence, en général les gens suivent quoi. Enfin évidemment il y a pas que ça, mais c'est quand même assez essentiel. Donc les projections de Xavion, ça m'a permis de me rendre compte un petit peu de ça. Et puis sur le plan professionnel, parce que moi j'avais jamais produit de spectacle, là c'était plutôt ma compagne qui le faisait, mais on le faisait ensemble, donc voilà, on se rend compte que on apprend sur comment se vendre, comment rencontrer les gens, comment arriver à obtenir des subventions, des choses comme ça, et puis oui. Comment se vendre, c'est important, c'est-à-dire que aussi d'avoir vraiment des outils pour et de le penser le spectacle un petit peu en sachant qu'est-ce qu'on peut avoir comme vitrine, comme sketch ou des choses comme ça. C'est essentiel en fait. Et j'ai appris ça d'autant plus sur Rendez-vous Place Gandhi où déjà on avait déjà fait un travail comme ça et c'était plus avancé. Tu penses déjà bande-annonce avant de penser au reste Il faut un peu penser comme ça, c'est-à-dire c'est pas tellement bande-annonce, mais c'est exploitation, quoi. Penser comment tu peux le présenter sur les médias, dans les médias, et comment tu peux le présenter sur scène, comment tu peux faire des scènes ouvertes, des choses comme ça, avec quels éléments, quoi montrer à qui pour obtenir pour arriver à jouer en tournée ou des choses comme ça. Avignon aussi. Avignon, je l'ai pas fait avec les projections de Xavion, mais je l'ai fait avec Rendez-vous Place Gandhi. C'est tout un monde. Et depuis que j'ai fait beaucoup Avignon, je connais beaucoup mieux. Et je vois beaucoup mieux comment ça se passe. Et voilà, et puis comment m'entourer. C'est vachement important. Ouais, parce qu'on me dit one man, mais parfois il y a une bonne équipe derrière. Ouais, il y a quand même une équipe derrière. Et puis one man, ça marche. Alors autant, tu vois, quand on a joué la cagnotte de la Biche, on avait on a eu tout de suite de la presse, on avait le Lucernaire et on a eu tout de suite Télérama qui a beaucoup aimé et c'est formidable d'avoir comme ça un élan médiatique, oui, c'est ça. Et puis parce qu'après les autres aussi sont venus et on a eu vraiment beaucoup de papiers et ça nous a permis de jouer presque 300 fois, je crois, ou plus de 300 fois, un truc comme ça. Ouais. C'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et c'était un spectacle où nous doublons des stars et il y avait quand même, il y en a certains qui font beaucoup de vues, tout ça, mais c'était pas forcément ça qui motivait les gens à venir, je crois. Et on a quand même joué pas mal de fois, donc c'est chouette, quoi. Ouais, c'était un sacré morceau. Combien de one man en tout t'as fait alors 3 ? Attends, le premier, Je ne me reconnais plus moi-même, Décroché à la terre, Les projections de Xavion, 4, et Rendez-vous Place Gandhi. Ouais. C'était un travail sur toi dans le passé ou potentiellement ça fait partie de ta panoplie et tu te dis, des fois ça te démange, tu te dis j'en referais bien un nouveau, un autre. Alors en ce moment, c'est marrant, j'ai pas spécialement envie. En fait, j'ai moins envie d'imiter en ce moment. Ouais. Moi, je me suis construit beaucoup sur l'imitation. Et à un moment donné, en fait, c'est peut-être aussi pour apprendre, tu vois, pour apprendre des autres beaucoup de choses. Et j'ai toujours changé ma voix, y compris dans les dessins animés, y compris après dans les doublages. Je pense aussi qu'on m'a repéré pour ça, parce que j'aimais disparaître et rentrer dans le travail d'un autre.
ça me gênait pas du tout parce que j'apprenais et j'avais déjà fait ça en tant qu'imitateur, quoi. Donc finalement, alors le doublage, ce n'est pas que de l'imitation, hein, c'est beaucoup de comédie et beaucoup aussi. Et plus on doit faire des choses fines, plus c'est difficile d'imiter, plus on doit se raccorder à sa propre personnalité. Et pour jouer juste, il faut quand même être aligné avec soi. Mais moi, je l'ai toujours beaucoup pris par l'imitation et par le fait de me décentrer, comme le paradoxe du comédien. On s'oublie dans un personnage et c'est comme ça qu'on se révèle, quoi. Bon, voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus envie. Je fais du chant lyrique depuis quelque temps, donc je développe ma propre voix. Je travaille à un roman dans l'écriture. Je travaille à une pièce de théâtre. J'ai plus envie d'écrire des choses plus personnelles, en fait, que de faire de l'imitation. Mais c'est en ce moment. Après, j'aime tellement ça et j'en ai tellement beaucoup fait. Et puis, j'ai un passé avec ça. J'ai des sketchs déjà qui existent, que je peux refaire, qui sont, qui font partie qui sont dans ma musette, comme on dit. Mais c'est vrai que j'ai plaisir à rejouer et que par moment, je me dis, tiens, ça, je pourrais refaire, sortir des extraits, refaire un truc. Mais en ce moment, c'est pas mon envie la plus profonde, ouais. Mais peut-être ça va revenir, tu vois. J'exclus pas du tout et voilà. D'après ce que tu me racontes, ça me surprend pas parce que tu me parlais de chercher, d'aller choper à droite à gauche dans plein de voies différentes pour aller trouver la tienne. Oui, oui, Peut-être que finalement, tu commences à la trouver. Ah bah oui, je crois, ouais. Et du coup, ça se concrétise par des... Puis la voix, c'est la personnalité, enfin, c'est l'âme, hein. Donc voilà, c'est que c'est un truc personnel qui s'ancre, quoi, je pense aussi. Ouais. Tu as évoqué le doublage. Quand et comment tu as commencé le doublage ? J'ai commencé le doublage en 1996. En fait, au tout début de ça, c'est que, oui, j'avais fait, je pense en 94, une bande-annonce pour mon ami Fouad Benamou, qui est réalisateur de films. Et c'était ses débuts, il co-réalisait avec des copains. Et on était en BTS ensemble. Donc, tu vois, c'était vraiment le truc d'étudiants, mais avec des gens assez artistes et qui avaient une volonté faire ça sérieusement, d'apprendre. Voilà. Ouais. Et c'était aussi un outil d'apprentissage, ce petit film qu'on avait fait de présentation. Et moi, j'avais fait la voix. Alors, je jouais dedans, mais il m'avait dit tu veux bien faire la narration de la bande-annonce. Bon, j'avais jamais fait ça, mais ça semblait spontané parce que comme j'avais une bonne voix déjà et que j'avais une bonne diction et que oui, je savais que je caricaturais ça tout le temps pour m'amuser. Du coup, j'ai fait la bande-annonce. On l'a fait dans un studio pro à Levallois et le gars était scotché de ce que j'ai fait. Il m'a dit, parce qu'on est allé assez vite, quoi. Mais toi, tu devrais en faire, quoi. T'as vraiment une bonne voix, un bon truc pour ça. J'ai dit, ah bon, ouais. Bon, moi, j'y prêtais pas tellement attention. J'avais envie d'être sur scène, moi, beaucoup. Donc, je me rendais pas trop compte de ce que ça pouvait m'apporter. Et puis après, j'ai fait le service militaire. C'est bien. Mais je me rappelle plus le nom, le CSADN, le centre sportif et artistique de la Défense nationale, au ministère de la Défense, si tu veux. Non, mais on répétait des pièces tout l'après-midi. On tamponnait les cartes de piscine et de tennis le matin des fonctionnaires. Okay. Et après, on allait je répétais des pièces. J'ai même eu un prix de mise en scène. Je me suis retrouvé metteur en scène à l'armée, partagé avec Madame Mathieu, qui était ma supérieure, si tu veux, mais on avait fait une co-mise en scène des acteurs de bonne foi de Marivaux qu'on avait joué au festival d'Apt, festival de théâtre interarmé. Donc c'était ça ton service militaire. Voilà, exactement. Et ils m'ont même permis de faire le cirque. Ils ont été super. Wow. Ouais, franchement, ils ont été super sympas. C'était la fin, c'était les dernières années du service militaire. Et quand j'ai fini, Fouad Benamou avait, pendant cette période-là, rencontré Georges Caudron. Et Caroline Beaune, qui était sur X-Files. Oui. Et voilà, il leur a parlé de moi, et surtout à Georges qui commençait à diriger tout ça. Il m'a mis en contact avec lui, donc je l'ai appelé. Je suis allé voir sur un plateau à Dubbing Brothers. À l'époque, il y avait le restaurant, tout ça. C'était super impressionnant parce qu'il y avait toutes ces voix connues, et c'était pas que des voix, c'était aussi des gens qu'on avait vus souvent dans des films ou tout ça. Et toi, t'arrives là, et ça m'avait vachement marqué, quoi. Ça, c'était
c'était vraiment impressionnant. En plus, c'était sur le 6 ou le 7, je crois que c'était sur le 6, donc un grand Audi de cinéma, tu vois. Il faisait X-Files. J'aimais bien X-Files, tu vois, à l'époque, c'était vachement impressionnant. Qui n'aimait pas X-Files, mais bien sûr. Et puis, je connaissais pas Georges, hein, c'était vraiment la première fois que je le rencontrais comme ça. Et il m'a dit, tu veux essayer, tout ça? Bah ouais, désolé hein, pour tous les gens qui veulent en faire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus simple. Mais il y avait beaucoup moins de gens qui voulaient en faire. Et c'est vrai que... Puis, il y avait pas on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ça, donc on pouvait pas filmer d'extraits, il n'y avait pas de problème de confidentialité. Il disait, je pense qu'il fallait pas en parler spécialement, mais même il n'y avait pas de ces problèmes-là. Donc voilà, j'ai assisté et puis j'ai fait un essai. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais assez rapidement en place. Après, il m'a dit, maintenant, il faut que tu joues plus. Et quand j'ai plus joué, j'étais plus en place. Et voilà. Et il m'a dit, voilà, t'as compris le problème, donc faut que tu viennes, tu me suis, tu viens avec moi sur des plateaux, tu me dis quand tu veux venir, voilà. Et donc, assez vite, je l'ai suivi sur un documentaire. Ok. Et c'était Réjeanne qui avait donné mon nom, qui m'a fait faire un essai, qui a donné mon nom à sa patronne, Nicole Depeau, qui m'a vraiment, alors là, vraiment qui a été ma bonne fée, quoi, parce qu'elle m'a vraiment, enfin, avec Georges, c'est les deux personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier, vraiment, au tout début, c'est elle qui m'a fait bosser, quoi. J'ai fait un premier documentaire, et puis ça, en intervenant, tu vois, mais j'en faisais plein. Je suis sorti de là avec plein de sous en poche par rapport à ce que je faisais, tu vois, et avec un plaisir fou, quoi. Et comme elle sentait que j'avais pris du plaisir, tout ça, elle m'avait gardé plus longtemps, m'avait donné du coup un cachet supérieur parce que c'était pas à la ligne à l'époque, c'était des forfaits pour les documentaires. Et puis c'était une dame qui aimait les artistes et qui aimait les comédiens et qui était vraiment voilà, qui était généreuse, quoi, dans ce sens-là, et qui était très respectueuse de notre travail, et qui faisait avec les budgets qu'elle avait, mais qui essayait pas de tirer les prix, quoi. Elle faisait, voilà. Quand on a pu le voir. Oui, après, puis oui, le monde a changé aussi, mais c'est vrai elle était vraiment, Nicole, vraiment, je lui dois beaucoup. Et donc après, elle m'a pris régulièrement, donc j'ai commencé à exister quelque part, enfin, à enregistrer, à avoir un peu une relation au micro, à l'image. Tu te rappelles de ces premières sensations? Ah ouais. Comment c'était alors? C'était un peu comme quand tu montes sur scène, quoi. C'était vraiment, il y avait une excitation. Et le rouge d'un coup, voilà, un truc que tu maîtrises pas encore, tu vois, la lecture en place, les time codes, regarder l'image, voilà. Mais je pense que j'avais quand même j'allais vers l'image déjà, donc je pense que j'avais quand même un bon réflexe, si tu veux. Et comme l'addiction suivait, ça allait. Et comme j'aimais bien changer ma voix, je changeais. Et comme on connaissait pas du tout ma voix, ça marchait très bien, tu vois. Et mais c'était vraiment un grand plaisir. C'était génial. C'était plus le plaisir qui primait que la peur, quoi. En doublage, plus tard, parce que 6 mois plus tard, Georges, donc j'ai suivi Georges aussi sur des plateaux de doublage et il m'a donné l'occasion de faire mon premier cachet. Le tout premier, c'était des ambiances assez faciles, mais le deuxième, il y avait beaucoup de choses et notamment, il y avait un personnage pas distribué, beaucoup plus vieux que moi. Il m'a dit, tu veux essayer ? J'ai essayé, je l'ai fait et ils ont été scotchés parce que j'avais bien changé ma voix, j'avais bien fait le truc. Et à partir de là, il m'a dit, mais c'est super ce que tu fais et je vais te prendre et viens sur le Caméléon. Donc je venais beaucoup assister, mais il me prenait quand même le samedi, j'étais là pour les ambiances avec les petits rôles et je faisais des rôles au passage aussi quand j'étais là, ce qui me permettait de rencontrer les gens et d'apprendre la rythmo voilà. Et là, par contre, parfois, je me suis pris des bonnes suées, quoi. Il y a des trucs. À quel niveau? Je me rappelle d'une fois d'un présentateur télé. Pourtant, j'aimais bien faire ça, mais un jour, il y a beaucoup de textes, tu sais, tu dois apprendre à prendre de l'avance et t'es des fois un peu battu par le truc. Mais un truc, ça marchait pas, tu vois, alors que globalement, ça marchait. Et une ou deux fois, mais ça l'a fait, tu vois. Mais tu te dis, merde, est-ce que je vais y arriver, quoi? Tu doutes. Alors que dans les documentaires, j'avais pas trop ça. Mais là, d'un coup, voilà, après, plus tard, tu te retrouves aussi face à des personnages qui ont ton rythme, c'est facile. Et puis d'autres qui sont vraiment très différents. Parfois, le texte manque de mots. Alors aujourd'hui, je le vois tout de suite. Mais à l'époque, non. Donc, tu fais comme ça, donc tu tires, en fait, et t'es pas juste. Et
Ou alors les extérieurs aussi. Les extérieurs, on doit porter plus. On me disait toujours timbre plus, timbre plus, timbre. Mais je timbre. Je suis pas philatéliste. Alors, je parlais toujours plus fort, mais en fait, non, il faut être plus haut, en fait. Donc, quand j'ai compris ça, ça m'a ouvert plein de choses. Et puis, d'écouter beaucoup la VI, tout ça. Enfin bon, plein de détails qu'on apprend au fur et à mesure et que quand on les a pas, on comprend pas pourquoi ça marche pas. On se dit, merde, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça marche pas? Et en fait, c'est parce que j'étais concentré, par exemple, que sur un problème qui me stressait, mais en fait, il faut être dans la vie du personnage, dans le corps, il pose un truc et tout, et c'est presque ça qui est le plus important dans ce qu'il fait, quoi. Et au début, tu sais pas trop où sont les priorités. Oui, puis si tu butes, mettons, sur une première prise, sur un truc, tu vas être focalisé là-dessus sur la deuxième. Ouais. Du coup, tu oublies un peu tout le reste. Ouais. En tout cas, ça passe au second plan. Donc, Mais j'ai eu la chance d'être drivé au départ par Nicolas Marié, qui était dans le Caméléon, tu vois, qui était vraiment adorable, qui me viens, non, mais refais-le, machin, qui m'a donné des repères aussi. Georges, surtout, bien sûr. Et puis, il y avait Françoise Rigal, Gérard de Salle, au début, qui ont été très, très accueillants, Bernard Allan, et Odile Schmidt, qui était dans toute l'équipe du Caméléon, était vraiment très gentil avec moi. Et j'étais là beaucoup. Il y avait Pauline Brunel qui assistait Georges aussi. Donc voilà. Et j'ai eu cette chance d'avoir des repères à une époque où on avait le temps quand même. C'est-à-dire qu'on voyait 2 fois, on faisait 2 fois. Mais il y avait une envie de bien faire, une envie d'artisanat et de qualité. En fait, Georges, il mettait un point d'honneur, mais tous. Et puis alors surtout une envie de jeu ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup séparés. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas assez de pistes. Donc, on était ensemble. Et ça, mais c'était génial, l'ambiance des studios où tout le monde arrivait. Je me rappelle, 9h30, tout le monde était là, quoi. Donc, tout le monde était... Ceux qui avaient fait la fête, ils se couchaient dans le noir. Et puis, ils attendaient que ce soit eux de jouer. Mais les autres comme moi, qui étaient nouveaux, machin, qui étaient complètement au taquet, qui regardaient les autres. Ah putain, lui, il fait ça comme ça, machin. J'apprenais beaucoup. Et c'était une période super. Il y avait un côté troupe chaque jour. Tout le monde, des tablés, voilà. Ça picolait aussi, mais tranquillement. Et puis, des fois un peu, voilà. Mais c'était festif. Et voilà. Après, la sieste l'après-midi pour ceux qui étaient vraiment rompus. Moi, j'étais nouveau, donc je faisais pas ça. Je pouvais pas me détendre comme ça, quoi. J'étais, oui, je vivais avec eux, mais j'étais vachement au taquet sur ce qu'il y avait à faire. Bah, normal, voilà. T'avais plus à apprendre, t'étais plus concentré. Ouais. Parlons de Lost. Non, mais super. Ouais, ça a été important, Lost, pour moi. Tu faisais Matthew Fox, alias Jack, le perso central. Lost, c'était un phénomène. Tout le monde a regardé à un moment ou à un autre. Le début était hyper prometteur et puis ça s'est un peu éteint comme un paix dans le vent. Si je te demandais de me raconter l'histoire, tu serais bien emmerdé, non? Ah oui, je serais emmerdé. Surtout que j'ai pas tout revu, si tu veux. Non, mais j'ai toujours eu envie un de ces quatre de te remater toute la série. De me le remater. Ouais, vraiment, parce que je trouve qu'il y avait eu un ventre mou, effectivement. Mais justement, j'aimerais bien voir avec le recul, parce que beaucoup de gens y reviennent et te disent qu'en fait, finalement, pas du tout. En comparaison avec les trucs un peu pas très de bonne qualité qu'on a aujourd'hui, forcément, oui, peut-être, tout paraît. Ouais, et puis, non, mais comme ça sortait vraiment, c'était hyper secret, tout ça. Ça sortait la veille aux États-Unis, je crois que nous, on enregistre, ou le jour même, ou un truc comme ça. Donc, on savait les choses, et puis on venait que pour nos boucles. Donc, moi, j'étais quand même pas mal là, mais il y avait les histoires de chaque perso qui étaient développées, et parfois, je venais très peu. Donc, j'ai loupé quand même pas mal de choses. J'aimerais bien revoir la totalité. Ça a été important pour moi parce que on m'a entendu dans un rôle de héros. J'avais déjà fait Dark Angel, où je faisais un personnage qui était un peu héros comme ça, mais pas autant. Et puis TF1, Disney m'ont fait confiance, tu vois, là-dessus. C'était TF1 qui diffusait en prime. C'était hyper important pour eux. Et après, ça m'a fait connaître. Vraiment, j'ai vraiment senti que là-dessus, après, on m'a fait confiance sur du 35, sur du cinéma, sur les doublages en avant cinéma. Après Lost, alors pour toi. Ah ouais, vraiment, ouais. Tu te rappelles d'un arc narratif pour Jack? Est-ce qu'il a commencé de la même façon qu'il a terminé, ou est-ce qu'il y a eu vraiment une vraie évolution du personnage? Alors, c'est vieux, hein, mais il y a une évolution pour moi de la perception du personnage, en tout cas, puisqu'il y a des choses, il y a des flashbacks, tout ça.
C'est-à-dire que c'est vraiment le héros, un héros sensible quand même, et on comprend beaucoup de choses de sa psychologie au fur et à mesure, notamment les rapports avec le père, toute cette faille, et puis alors après, écoute, tu vois, il faudrait vraiment que je revoie la série d'un bout à l'autre pour pouvoir te répondre, mais voilà, t'auras des devoirs de vacances. Ouais, voilà, ouais, non, mais c'est vrai parce que ça, justement, j'aimerais bien voir ça, mais je pense qu'il y a quand même forcément une évolution du personnage, même si après ça débouche sur quelque chose d'assez étrange et d'assez qui donne l'impression que c'était figé, quoi. Ouais. Mais bon, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les flash forward. J'ai trouvé cette astuce. Je pense que c'est dans la 3e ou 4e saison que ça commence. Au début, t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis petit à petit, ça prend du sens. Et en plus, un rapport avec l'île, tout ça, qui remonte le temps qu'il peut, enfin, qui a un rapport au temps particulier. Et j'ai trouvé ça assez fascinant, j'ai trouvé ça assez bien vu et un bon rattrapage justement de la saison 2 où on était un peu enfermé dans ce bunker, et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y avait eu la grève des scénaristes. Alors nous on a beaucoup dit à cette époque que ça avait pâti de ça, et justement j'aimerais avoir du recul pour pouvoir te répondre la prochaine fois que tu m'inviteras. Bah, avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir, on fera ça. Tu te rappelles comment t'as vécu la chose de manière générale? Quel souvenir t'en gardes? Alors, à part ces flash forward. Oui, d'abord, il y avait eu beaucoup d'essais. Ah donc ouais. j'ai été choisi tard. Même Hervé Bellon m'avait rendu mes dates. Parce qu'ils avaient fait plein d'essais, ils n'étaient pas sûrs de leur choix. Donc quand tu commences et que t'es pas, c'est au début tu te dis mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Bon, moi j'avais ma façon de sentir le personnage, mais je me disais bon, est-ce que ça colle? Et puis après les 2 premiers, on a compris dans quelle direction fallait vraiment aller, qui était la direction que voulait TF1 et avec laquelle Disney était en accord, si tu veux, et on sentait bien que les deux étaient d'accord dans cette direction-là. Et après, donc, on allait vraiment dans un sens beaucoup plus clair. Et Hervé savait bien aussi, et se sentait libre aussi dans la direction, et on savait très bien où on allait. Mais il y avait de la pression, et surtout dans l'organisation, c'était galère parce qu'on avait des trucs au dernier moment, on savait pas si on venait je sais pas, une demi-heure ou la journée, quoi. Franchement, c'était pratiquement comme ça. Hervé faisait le maximum pour savoir les choses d'avance, mais il avait pas. C'était exprès pour la confidentialité qu'on ait les éléments tard. Ouais, enfin, si t'as un deuxième plateau. On était obligé d'essayer d'arranger les semaines en disant, mais j'ai Lost, je sais pas, on gardait au moins une demi-journée, tu vois, et qui pouvait tirer sur la soirée. C'est vrai que l'organisation était particulière, mais on était tous très motivés parce que la série était quand même assez géniale. Et elle marque, enfin tu vois, on en parle encore quoi de Lost. Donc mais tu vois, si on compare, à la même époque, j'ai commencé à faire NCIS. Ah oui. Qui est une série plus pas plus lambda, mais très ritualisée dans des codes, etc. Très codifié, qui a trouvé une originalité là-dedans, mais voilà, qui est quand même très très codifiée. Et Lost, le truc, c'est comme ça sortait aux États-Unis d'abord et que les gens voulaient voir. Ils voyaient pas mal en VO quand même. Alors que NCIS, c'était le rituel du samedi soir ou du vendredi soir, je sais plus. Mais les gens regardaient beaucoup en français. Et finalement, NCIS m'a apporté aussi une très grande visibilité, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand je disais aux gens que j'avais doublé Lost, il y avait un certain public qui connaissait et qui avait regardé en français. Ouais. Mais il y avait un public plus large qui, par rapport à NCIS, qui disait mais c'est pas vrai, c'est toi qui doubles Dinozzo, tout ça, mais incroyable. Bon, c'est pas les mêmes gens aussi. Enfin, il y en a qui regardaient les deux, mais c'est vrai que c'était pas les mêmes publics. Mais NCIS, comme tout était regardé en français, c'était finalement une visibilité très importante aussi, quoi. Ça m'a apporté beaucoup aussi. NCIS, c'est la fameuse série où tu as fait 3 rôles différents? Non. C'est laquelle? NCIS, j'ai fait que Dinozzo, qui était l'acteur que je doublais dans Dark Angel, qui est Michael Weatherly. Et après, j'ai doublé dans Bull, et puis là, dans Tony et Ziva récemment, puisqu'il est revenu à son personnage de Tony. Mais la série où tu as fait 3 Non, j'ai fait plusieurs personnages dans une série qui est une série fleuve qui alors vas-y, parlons-en parce que c'est assez cocasse. 27 ou 28. Non, je faisais Wang, le psy dans alors d'abord
New York Unité Spéciale. Ouais. Je suis venu faire des petits personnages à la Sophie quand je débutais à la Sophie. C'était vraiment la période où je débutais à la Sophie. C'était la première saison, je pense, de New York Unité Spéciale. Et puis, comme ça se passait bien, à un moment donné, ils m'ont confié un guest important qui était pas facile, qui était un schizo qui changeait tout le temps. Bon, mais ils m'ont fait confiance là-dessus. Ça s'est très bien passé, ils étaient contents. Et après, à la fin de la saison, il y a un psy qui était Wang, donc le psy joué par B.D. Wang. À la fin de la saison, il avait quelques boucles, donc je viens faire. Enfin voilà, il m'appelle pour ça, donc je fais ça. Bon, l'année d'après revient donc deuxième saison. Et dans la journée, on m'appelle Xavier, on s'est trompé, on n'a pas reconnu, c'est ton personnage que tu as fait. Il faut que tu viennes ce soir vite parce que voilà. Très bien, ok, d'accord, mais on s'est rendu compte de notre erreur, oh là là, on est désolé, machin, donc ok, donc je viens. Et là, il avait du texte et il avait des choses pas évidentes à faire. Et là où je sais qu'ils avaient pris quelqu'un qui avait galéré le matin, moi je suis arrivé, c'est vrai que moi j'avais envie de rentrer chez moi, donc je suis arrivé à 18h30 ou 19h à Neuilly, j'ai fait mes 3 boucles, mais qui étaient chargées, quoi, ou 3-4 boucles. Et ils étaient super contents. Ils disaient, mais non, bah c'est bien que ce soit toi après, maintenant, voilà. Et ça m'a fait une bonne pub à la Sophie, donc on m'a fait retravailler après beaucoup à la Sophie. Mais surtout, pendant 12 ans, j'ai doublé ce personnage. Et entre-temps, j'ai doublé dans Cold Case, Danny Pino, qui est un acteur qui a quand même pas mal tourné. Et donc il jouait Scotty Valence. Et bon, donc on me demande mes horaires, enfin arrive la saison, parce que ça s'arrêtait jamais, New York Unité Spéciale, donc arrive la saison, je pense que c'est la saison 13 ou 12 ou un truc comme ça. Et on me dit, donc ton personnage revient. En général, Wang, il avait, enfin, tu vois, je gardais une demi-journée, ou même un peu moins, parfois, on pouvait rogner, voilà. Or là, je dis, oui, j'ai gardé une demi-journée. Quoi, mais t'es fou, ton personnage, il est vachement là. Je dis, ah bon? Ah, il développe Wang, bon, mince, mais c'est la galère. Bon, alors on s'arrange quand même, on trouve, voilà, je viens. Et je vois, c'est pas Wang que je double, c'était mon acteur de Cold Case qui venait faire Amaro, qui est devenu important dans Amaro. Donc je l'ai doublé aussi dans Amaro et je comprends, c'est super qu'il m'ait fait confiance pour que je puisse le faire. C'est vrai qu'il n'a pas la même voix que Wang, quoi. Enfin voilà, mais je pense que c'est ce côté un peu meuble dans ma voix qui a permis aussi qu'on me fasse confiance pour le faire. Et puis voilà, TF1 m'a fait confiance pour ne pas me changer sur ce rôle. Il se trouve qu'à ce moment-là, Wang n'était plus beaucoup dans les épisodes, même très très peu. Okay. Je crois que c'est arrivé une fois et c'est donc quelqu'un d'autre qui l'a doublé. Ah, ok. Et oui, je l'ai pas fait dans le même épisode, non. et puis, mais je crois que c'est arrivé qu'une fois. Et donc, moi, j'ai fait Amaro jusqu'à ce qu'Amaro disparaisse. Et plus tard, il y a eu, mais c'est des séries qui durent tellement longtemps. Je crois qu'on en est à la 29e saison ou un truc comme ça, ou 27e, ou je sais pas, mais arrive l'acteur que, j'oublie toujours son nom, je suis désolé, mais que Axel Kinner doublait dans Prison Break. Ah ouais, ok. Et Axel était formidable dessus. Moi, j'ai trouvé Axel formidable dessus. Mais il se trouve que dans Flash, Axel avait un autre personnage. Et donc, ils m'ont demandé, moi, de faire Captain Cold, que j'ai fait, et qui a été aussi dans Legends of Tomorrow. Donc, finalement, j'ai suivi ce personnage. Il arrive dans New York Unité Spéciale. On me dit, c'est ton mec de Prison Break. Ça, je dis, mais c'est pas moi dans Prison Break, c'est Axel Kinner. J'appelle Axel. Axel pouvait pas le faire, il était en tournage de toute façon. Donc, voilà, j'ai fait ce rôle. Donc, j'ai fait encore un autre personnage qui est revenu un peu, mais moins souvent. Donc, c'est marrant, quoi. Mais c'est sur tellement d'années, tu vois, que ça n'a choqué personne. Et là, il y a 6 mois, je suis revenu faire Wang pour quelques boucles. J'étais content de le retrouver parce que je l'ai retrouvé dans d'autres films, cet acteur, notamment dans les Gotham, où il a fait Strange, Doctor Strange. Et puis, je l'avais trouvé dans un film avec Will Smith, où il était vachement bien, où Will Smith est joueur et il joue aux courses, tout ça, et à un moment donné ils font des paris, et j'aime beaucoup cet acteur. B.D. Wang, il est formidable, et donc voilà, donc la boucle a été bouclée, je suis revenu sur Wang. Alors bon, très drôle c'est marrant, hein. Et puis les problématiques de
de doublage quand t'as une série qui s'étale sur 30 ans. Oui. Tu te Et dis, c'est ça. ouais, C'est ça. trop drôle. Bref. Ah, les Feux de l'amour, c'est encore plus. Enfin, moi, je suis pas dedans. Je croyais que t'allais me dire, j'ai fait Non, je l'ai fait 17 2 rôles ans, moi. Je l'ai fait. Ouais. Non, pas du tout. Non, j'ai fait qu'un rôle pour le coup. Mais, Mais je oui, suis les Feux de venu l'amour, ça dure depuis pendant 60 3 ans. ans. Mais il y en a qui sont dessus depuis le début. C'est exceptionnel. T'es un comédien qui a l'une des palettes les plus complètes, voire complexes. Jouer un héros comme Jack, c'est grisant ou un peu chiant finalement? Ah non, Jack, il était vraiment intéressant. Et puis, et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes en plein air, Ouais. forcément. Ouais. Et alors, Donc, c'est pas la timbre. même prise de son. Voilà. Timbre, Tintin. Donc, timbre. Et pourtant, il disait beaucoup de choses assez sensibles et tout ça. Et ça a été un bon training pour sortir ces choses. Enfin, tu vois, les faire ressentir de façon crédible, tout en étant à la hauteur de... Enfin, tout en étant dans le son, quoi. Au bord de la mer, ça, avec les vagues, etc. Et qu'on parle de soi, de son père, de sa mère, de sa vie perso. On a envie de baisser la voix, d'être Ouais. dans une intimité. Et en fait, Alors là, on pouvait alors pas. tu vois, Bah ouais. y a une C'est mouette qui vachement passe. dur, c'est vachement ingrat. Ouais. Et c'était très intéressant. Et d'avoir la direction d'Hervé Bellon pour ça, c'était précieux. Et c'était formidable. Quelle année t'es arrivé sur Les Simpsons? Saison 22. Enfin, à la fin de la saison 22. Puisque pendant 20 ans, c'était Michel Modo. Il a fait le film aussi. Après, il est décédé. Il a été remplacé par Gérard Rinaldi, qui est décédé aussi. Et donc, ils ont cherché quelqu'un qui pouvait raccorder sur Gérard, surtout, qui lui-même s'était inspiré de Michel Modo. Mais quand même, il avait mis sa patte aussi, forcément. On est obligé à un moment donné dans ces personnages-là. Et moi, j'ai des fréquences en commun avec Gérard, que j'avais déjà remarqué sur NCIS. Et donc, pour certains rôles, même si on change nos voix, je pouvais me rapprocher vraiment de ce qu'il faisait. Et donc, ça a commencé comme ça. Du coup, tu fais les rôles de... Alors, je fais Skinner, Ken Brockman, Tahiti Bob, Tahiti Mel, le Texan, le mafieux, Burns, Krusty le clown, Luigi, le pizzaiolo, Largo, le prof de musique, le père de Milouz, le belge, le père de Milouz. Je fais, je fais le pirate, je fais le vieux Jasper, je fais Moleman. J'en fais beaucoup, hein, j'en fais pas ça mal. fait un petit panel déjà. Ouais. De toute façon, on en fait tous beaucoup, toute cette équipe, Pierre Laurent, Gilbert Lévy, Régine Tessot, puisque sinon c'est beaucoup la famille, les autres, et puis nous qui faisons Voiture Ballet et tous les autres personnages, quoi. Comment t'as vécu le fait d'arriver sur ce monument? C'était impressionnant. Alors c'est marrant parce que moi, au début, pour moi, si tu veux, en tant que spectateur, je regardais pas trop les Simpsons. J'aimais pas tellement, en fait. Ouais, j'aimais pas le truc. Bah oui. Non, mais c'est bête, quoi. Mais c'est vrai, j'avais pas. T'es l'un des rares qui a pas accroché. Au tout début, oui. Alors vraiment, je sais pas, je comprenais pas, mais parce que je m'y étais pas non plus intéressé. Et après, j'ai une petite amie qui aimait beaucoup les Simpsons. Donc à un moment donné, j'ai commencé à regarder. T'étais obligé, voilà. Et comme mon fils était petit, il regardait aussi, il aimait bien. Et donc, j'ai commencé à connaître et à mesurer la qualité, parce que c'est vraiment une qualité supérieure, quoi, je trouve. Si tu t'arrêtes au dessin, c'est sûr, incroyable. tu fais qu'est-ce que non, mais c'est ça. Bob. Et puis, ils ont évolué quand même, les dessins aussi. Oui. Mais la vision de la société et la parodie, moi, j'aime beaucoup ça, le côté parodique. Donc, oui, j'ai commencé à aimer, à adhérer. Et quand on m'a proposé des jeux, waouh! Quand j'ai passé l'essai, c'est vrai, je me suis senti assez confiant. Enfin, je trouvais que ça marchait, quoi. Et j'ai été pris très, très vite. Alors, ils avaient fait pas mal d'essais, mais là, quand je l'ai passé, j'ai su très vite que c'était moi. Il y a eu un peu avec Christian Duras un coup de cœur artistique, quoi. Et donc, ça, voilà. Et après, par contre, les premières saisons que je faisais, franchement, d'abord, j'essayais de raccorder sur Rinaldi pour la saison 22. Ouais. Après, petit à petit, j'ai pu prendre plus mes marques. Mais c'était impressionnant parce que c'était super bien écrit en VO, super bien adapté en français.
Donc, si t'es pas drôle, c'est toi, quoi. Ah ouais. Là, il y a pas. Et vraiment, j'ai rarement ressenti ça autant que sur les Simpsons. Ah, marrant, ok. D'autant plus que c'était super bien joué par des gens qui connaissaient leur rôle sur le bout des doigts. Toi, t'arrives là-dedans, bon, et c'était assez impressionnant de ce point de vue-là, quoi, de se dire merde, pourquoi ça marche pas? C'est moi. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, d'accord, faudrait que je fasse ça comme ça. Mais c'est génial quand on n'a plus que ça à penser. Hein. Mais au début, ça me mettait la pression de me dire, ouais, quand même, hein. voilà. Ouais. Bah, c'est pas étonnant, finalement. Hein. Bah oui. Après toutes ces années, la joie de retrouver tes persos est encore là ou l'enthousiasme s'est un peu assoupi? Non, alors c'est ça qui est génial, c'est que l'enthousiasme est toujours là. Toujours là, parce que l'écriture, ce qu'ils apportent en VO dès le départ, reste frais, quoi, je trouve. Franchement, c'est incroyable le talent qu'ils ont pour choper vraiment l'époque, quoi. Et ça, c'est jubilatoire. Et ils font des persos, des fois, il y en a qui sortent, t'es là, oh là là là, t'avais envie de jouer un mec comme ça, quoi. C'est génial. Donc, et comme on peut prendre un peu de liberté pour les franciser, vraiment, c'est hyper plaisant. Et William Corinne amène Qui dirige beaucoup de liberté là-dedans aussi, qui dirige, qui adapte. C'est devenu maintenant son bébé. Il apporte aussi un plaisir de ça. Enfin voilà, il l'a, quoi, lui aussi. Donc c'est communicatif. Et non, on l'a tous. Franchement. Enfin, je vois pas beaucoup les autres. Moi, je suis souvent seul sur les Simpsons. Parce que pas le seul. Hein, ah oui. Donc voilà. Mais la famille, peut-être, ils sont ensemble, peut-être, non Bah, Philippe et Véro, ils sont ensemble, mais les enfants, je suis pas sûr. Les enfants, non. Ah bon. Non. Mais moi, alors, quelquefois, j'enregistre avec Régine, mais sinon, c'est vrai, je vois pas beaucoup les autres. Et malgré tout, tu préférerais? Je sens un enthousiasme. Non, parce que franchement, il y a... Enfin, oui, bien sûr, je préférerais dans l'absolu, je préférerais, parce que on joue toujours mieux quand on est avec les autres, tout ça. Mais sur les Simpsons, je trouve ça pas mal d'être concentré sur mon personnage, mes personnages, et puis les autres auraient à attendre quand t'en fais beaucoup. Ouais. Tu vois, tu fais beaucoup de pistes. Alors bon, on est habile, on peut arriver à changer nos voix quand ça se chevauche pas, mais il y a beaucoup de choses qui chevauchent, qui mordent, qui sont... Donc, c'est pas plus mal d'être seul et d'être concentré sur les différentes voix que les autres aient pas à attendre, et puis que voilà. Ou alors, bon, moi, c'est évidemment... Homer et Marge, ils en ont beaucoup plus, ils ont plein de trucs, mais c'est vrai que moi, parfois, il y a des rôles, j'aimerais bien les faire avec eux, mais bon, c'est d'un coup, il y a un rôle qui les répond plus, voilà. Mais sur la masse de choses qu'on a à faire, c'est souvent eux quand même ensemble, et puis nous, on est là aussi pour plein d'autres situations. Le background aussi, l'habillage parfois un petit peu aussi, quand on fait tous ces personnages. Et quand c'est des guests, oui, parfois j'aimerais bien, mais bon, on peut pas faire les deux, quoi. Donc c'est normal que ça soit organisé comme ça, si tu veux. Il y a un perso que tu préfères faire? Ah ben j'aime beaucoup Burns. L'odieux Burns. L'odieux Burns, c'est génial. Qu'on adore. Ouais, c'est génial. Puis il y a des chansons parfois, je sais plus que c'est bon d'être si détesté. J'adorais cette chanson, quoi. C'est génial. J'aime beaucoup Skinner. Ouais. J'aime beaucoup Skinner parce que lui aussi, il a tout un background. Mais c'est incroyable le background qu'ils font à leur personnage. C'est génial. Et puis tu découvres toujours des trucs. Bah, au bout de la 36e. Mais oui. 5e. Oui, 37. On 37. arrive à la 37. Hein. Ouais, plus le choix. Hein. Ouais. T'es obligé de développer les persos secondaires. Bah ouais. Donc, ouais, c'est ça. Il les développe, mais tu découvres toujours des trucs. J'aime bien faire Ken Brockman aussi. J'aime bien ce côté entre Léon Zitrone et Roger Giquel. et puis j'aime bien le personnage, il est super. Krusty le Clown, évidemment, il est très fort. Mais c'est vrai, dans mes préférés, je dirais Burns en premier et Skinner, ouais. En plus, on avait chanté des trucs avec Skinner aussi. C'est super. Hein. D'après ce dont on a parlé au début, j'aurais
plus tablé sur Krusty que tu le dis. Ah oui, oui. Non, mais j'aime bien Krusty aussi. Ouais, j'imagine. Mais voilà, ouais, il est incroyable, Krusty, bien sûr. Mais c'est une vision du clown Très particulière, ouais, absolument. Donc C'est pas la même, ouais. voilà. Et non, et puis il y a qui non, mais il y en a un autre là auquel oui, alors non, ce que j'aime bien le père de Milouz aussi, parce que je trouve ça génial de pouvoir faire des accents, Enfin, ce qui nous est souvent mais interdit. bien sûr. Voilà. Et là, comme c'est parodique, on peut sans que ce soit mal perçu. discriminant, parce qu'on Ouais. fait que ça, des accents de tous. On peut faire des accents un peu farfelus, mais drôles. Ouais. Donc on trouve des trucs drôles, voilà, qui parfois je fais des accents, je me dis mais j'aurais jamais fait comme ça normalement, mais voilà, il sort comme ça, c'est drôle et c'est farfelu et voilà, et c'est quelque chose. Il y a de la place à la création quand même. Ah bah totalement. Ouais. C'est quelque chose Trop qu'une bien. IA n'aura jamais. Ce truc-là, une IA pourra jamais faire les accents comme moi je les fais. Allez, tiens, Elle prends-les. pourra hein. reprendre les miens, Ouais. mais elle pourra pas En inventer, en ou- inventer sur mesure. Ouais, ouais. Ça m'est arrivé plein de fois de me dire ça, de faire un accent complètement absurde. Et puis évolutif. Énorme. Et oui, mais l'accent oui. qui peut. Tu le Et tiens pas. énorme. Et parce qu'il y a un plaisir de l'accent. Il faut quand même qu'on reconnaisse un accent de quoi c'est. Ouais. Mais de temps en temps, et puis des trucs tellement T'as drôles. un accent que tu préfères? Oh bah non, mais ouais, bah, j'aime bien l'accent sud-américain, moi. Mais Ça donne quoi l'accent sud-américain? l'accent sud-américain, Ah, je ok. parle un peu comme ça. Gringo, voilà. ouais, ok. J'aime bien ça, mais voilà, un peu, ouais. Après, dans les Simpsons, il y est pas souvent, mais il y est un peu. Ce qui est génial, c'est qu'on peut faire un accent mafieux qui devient donc un accent corse, qui est entre le corse et l'italien, un truc un Ouais. peu spécial qui est super. Et voilà, et c'est là qu'on se rend compte que c'est drôle, quoi, et que c'est pas. Et puis on peut faire, voilà, on fait un accent belge, tu vois, avec le père de Milouz, je fais un accent belge totalement marqué. On rajoute des expressions, voilà, que les Belges utilisent, et on s'amuse à faire ça. Et je pense que ça les fait rigoler, tu vois. C'est pas du tout. Oui, j'espère. Ah oui, quoi, je sais pas. Et puis comme on fait tous les accents, bah il y a pas, tout le monde en prend pour son grade. Il y a Exactement. pas de, voilà. Exactement. Jason Momoa, tu le fais depuis Aquaman, c'est ça? Ouais, non, depuis League of Justice. League of Justice, ça Ouais, existe ça? la Ligue de, oui, League of Justice. Je crois que c'est League of Justice. C'est pas le League. Attends. Ah, en français, il y a peut-être un titre Ah oui, français. la Justice League. Excuse-moi, League- je parle. League of- Justice League. Oui, C'est Justice League. Mais en pardon. français, c'est peut-être League of Justice. Non, alors, non, peut-être pas. Non, c'est peut-être Justice League. Ok, je sais ok, plus. ok. D'accord, qui bah, était avant Aquaman. Ah oui, c'est là qu'ils ont. Excuse my English. Bah, il y a Mais, un problème. Mais Tu peux le faire avec l'accent belge si tu veux. Jason Momoa. oui, c'est la League of Justice. Qu'est-ce que tu penses de lui, C'est Jason? de Jason. Alors, bah, moi, d'abord quand j'ai passé l'essai, je me suis dit mais c'est pas possible. Et je pensais que j'étais trop léger, tu vois, Ouais, parce ouais. que quand même. C'est une sacrée bestiole. Ouais, moi là où j'étais descendu jusqu'au Hobbit, tu vois, jusqu'à Thorin, où là Thorin il avait une voix déjà assez grave. Ouais. Oui, le Hobbit. Ouais. Et donc voilà, Thorin écu de chêne, Oui. et qui avait donc cette voix quand même assez grave et assez noble. Et je me disais mais donc je suis parti de là, mais là c'est encore plus bas. Et franchement, je pensais pas du tout que ça marcherait. Et dès que j'ai commencé à enregistrer, je me suis dit, bah, en fait, c'est marrant, ça marche, quoi. C'est une sorte d'énergie, pas de voix en fait. Ben, les deux, quoi. Il y a un truc, je descends quand même. Ouais. Tu vois, je le prends vraiment assez bas. Ouais. Et puis après, pour pouvoir jouer, bien sûr, je le prends plus haut. Mais lui-même n'est pas si bas que ça, en fait. Mais quand même. Et donc, mais il faut que ça colle à son physique et puis à sa fantaisie. Je crois que c'est ça surtout le truc qui fait qu'il y a eu un truc qui s'est bien passé, c'est que dans sa fantaisie, il a quand même une fantaisie personnelle assez haute en couleur, et donc je pense que c'est quelque chose qui a bien marché avec lui. Mais au début, bon, et puis finalement quand je l'ai doublé, bah ouais, ça s'est bien passé tout de suite. Et puis après, sur Aquaman, j'ai appris à le faire un peu plus, effectivement, et maintenant je le suis. C'est un peu de l'extravagance dans ces films. dans lequel il est. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Il y a une extravagance, mais il y a aussi un côté enfantin, un plaisir Oui. enfantin à tout ça, Ouais. et en même temps le côté. Ah bah Burnet, bien ouais, sûr, Burnet. évidemment. Ouais. Et passer de l'un à l'autre, c'est intéressant, et c'est vrai que. Ouais, non, la première fois c'était sur ça, Justice League. Tu l'as fait sur partout depuis?
Oui, À peu pratiquement, près, je je crois. crois. Ouais. Il y a juste eu, évidemment, Fast and Furious 10. Alors Ouais. d'abord, Game of Thrones, c'était pas moi, donc c'était avant. Ouais. C'était Donc, Gilles, je crois, sur Game of Thrones, non? je crois pas. Alors, je crois pas. Je crois que c'était Julien Meunier. Ah, Je ok. crois. Bon, bah écoute. Et justement, c'est lui qui l'a fait dans Fast and Furious 10. Ah, ok. Parce que moi, dans le 9, j'avais fait John Cena. Ok. Et John Cena revenait dans le 10. D'accord. Donc voilà, et Julien alors j'ai pas encore vu son travail dessus, mais je pense qu'il doit être très très bien. Mais voilà, bon, mais sinon Tu l'as fait à peu près partout, je quoi. pense que depuis je l'ai doublé pratiquement tout le temps. Et Jérémy, je crois, l'a doublé, mais aussi avant Quel Jérémy? Covillo. Ok. Peut-être. Ah, peut-être Gilles l'a doublé aussi, je sais pas. Pour moi, c'était Gilles sur Game of Thrones, mais je peux me tromper. Hein. Je suis pas, je suis quasiment sûr de mon info. En tout cas, pour Fast and Furious 10, je suis sûr. Ouais, on te fait confiance. Est-ce qu'il fait pas un peu toujours le même rôle finalement Est-ce que c'est pas Jason Momoa dans Fast and Furious, Jason Momoa dans Aquaman, Jason Momoa dans Minecraft? Minecraft, il est un peu différent, je crois qu'il est un peu efféminé ou... Il change des choses. Il change Ouais. des choses. Il y a une nature qui est un peu toujours la même, mais là, il est sur le dernier Schnabel, qui est un réalisateur un peu plus auteur, etc. D'accord. Et il fait un mafieux. Et donc, il parle italien aussi dedans, tout ça. Il a fait. D'accord. Et Bon à savoir. Et alors, il a un tel charisme, si tu veux, ça marche vachement bien. Bah oui, il fait partie de ces acteurs qui ont un personnage très fort quand même dès le début, mais qui arrive à varier à l'intérieur. Ok. Je trouve. C'est bien d'avoir ton point de vue en tout cas. Ouais, je trouve. Après, Parce que de loin, c'est vrai que tu te dis, ouais, bon, c'est Jason Momoa qui va faire du Jason Momoa, quoi. Mais c'est bien que tu me. un peu, mais il a quand même. Moi, je trouve qu'il évolue. Je trouve qu'il évolue et qu'il va chercher d'autres rôles et qu'il est. Ouais. Je sais que sur Dune, il était un peu plus chevalier, tu vois. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc moins bestial, moins foufou. Ouais, moins foufou surtout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dans Dune, et il est vachement bien. Il est vachement bien. Ouais. Ok, moi si tu kiffes le faire. Ah oui, j'aime bien. Ouais. C'est top moumoute. Parce qu'il en a de la moumoute. Quel rôle t'as préféré de lui alors du coup? Je pense que. Donc, je réfléchis bien, mais je pense que dans Dune, c'est vraiment. C'était chevalier. Ouais. Je pense que c'est là que j'ai préféré. Duncan. Après, Aquaman, ça reste quand même, bien sûr, assez iconique, quoi, du personnage. C'est difficile de le dissocier. Et là, il vient de doubler Lobo, tu vois. Bah ouais, Lobo. Bon, alors oui, on peut pas en parler. Donc, c'est pas sorti. Je crois pas que ce soit c'est pas sorti. Non, donc on sait pas ce qui va se passer. On sait pas si c'est toi. On sait pas si. Mais bon, il va se passer des choses. C'est Supergirl. Supergirl, c'est ça? Ouais, c'est Supergirl. Le film. Bon, ok. Au passage, merci de rendre Seth Rogen supportable, parce qu'entre sa voix de Yeti crasseux et son rire insoutenable, c'était pas mince à faire. Ouais, moi je suis un peu dur sur lui, mais j'avoue qu'il m'irrite un petit peu. Mais comme quoi, alors lui aussi, c'est pas toujours mieux la VO. Oh, merci, c'est un beau compliment. Mais encore une fois, si tu t'amuses, c'est le principal. Alors moi, non mais alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur, c'est que il a un style hyper marqué lui aussi. Ouais. Mais attends, mais il évolue dans son style. Dans le dernier Spielberg, enfin pas le dernier, dans The Fabelmans, il est incroyable quand même. Il fait un truc. Ça marche, quoi. Mais alors, au début, ce qui était dur, je trouvais, c'est que il parle tellement fort. Ouais. Tu vois, et on me disait, t'es trop fort. Mais alors, t'écoutes après. Et c'est vrai que ça faisait bizarre, moi, que je sois si fort. Donc, fallait toujours trouver un peu un compromis. Parce que, je sais pas, c'est, hey, you know, c'est cette voix-là, comme ça, etc. Ouais. Dans The Studio, il a une énergie de dingue et tout. Ouais. Et non, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de ruptures à faire.
plein de ruptures de jeu, Mhm. plein, vraiment. Bah, Et, ouais, dans la comédie. et il est bon quand même dans ça, quoi. Il les fait, mais super bien ces ruptures. Après, je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est un truc ricain, tout ça, exagéré, énorme, et puis assez, bon, enfin, je sais pas. Il y a un truc Mais qui marche pas sur sa personnalité, qui fait que j'adhère pas. Mais bon, après, tout est subjectif. Hein, ouais. Alors moi, pour le coup, j'ai adhéré tout de suite. Bah, canon. Et surtout, je trouve énormément de plaisir et je suis sincère, hein, je trouve vraiment énormément de plaisir à suivre. Ben, je trouve que son travail est vraiment balèze. Puis il est scénariste aussi. Ouais. Et Producteur, il produit The Boys ouais, de Benoît ouais. qu'on a croisé dans le Oui, couloir tout à l'heure. voilà, Les Invincibles là Mhm. aussi, tout ça. Et son jeu dans Steve Jobs avec il y a eu plusieurs Steve Jobs, mais lui il faisait Wozniak. Ah Il était vachement bien aussi. Mm. Dans The Green Hornet, il avait aussi un peu bougé, un peu changé. Il reste Seth Rogen, mais il a mis une marque aussi, une patte. Et Tu l'as fait dans Mario aussi? ouais, dans Mario, je l'ai fait aussi. Dans dans The Studio, je le trouve super. La série, elle est géniale. Et ce qu'il fait, c'est super. Il y a dans la série Pam et Tommy, Ok, ouais. où J'ai pas vu, mais. il double donc un gars qui sort la vidéo de Pamela Anderson en Ah fait, oui, d'accord. et il joue, je veux dire, ce personnage-là, Ouais. et donc il y a toute l'histoire, et il avait fait un travail aussi nous on a dû un peu changer la façon de jouer aussi, chaque fois quand même. C'est pas toujours, il y a des fois il fait vraiment ce qu'on lui, enfin sa marque de fabrique, quoi, son style, tout ça. Alors je dis pas que c'est comme Jason Momoa qui fait toujours Non. toujours plus ou moins la même chose. Hein. Je dis c'est juste qu'il a un style Oui, qui fait oui, c'est que. son style, toi, auquel t'adhères pas. Bon. Ah, mais encore une fois, Ouais. Mais c'est-à-dire que je j'aime dis bien pas- les films qu'il fait aussi. L'interview qui tue, mais j'ai trouvé ça. L'interview qui tue, pardon, c'était génial. En Corée du Nord, ils vont interviewer j'en ai entendu parler, ouais. Un, et avec James Franco. Ouais. Et moi, j'avais trouvé ça génial, quoi. Et quelle idée fantastique. Bah, j'espère que tu t'éclates. Ah ouais, moi je m'éclate à le faire. Et bah Ouais. c'est parfait. J'avais chopé le rire, tout ça. Je me suis amusé à faire ça. Ouais. Et bah je regarderai en VF alors pour la peine. Merci. Parlons plutôt de Dylan McDermott. Ah oui, voyez. Qu'est-ce qui t'inspire lui? Alors, moi, ce que j'aime bien avec Dylan McDermott, alors d'abord, j'ai beaucoup aimé American Horror Story, Ouais. où il était vraiment super, je trouve, un rôle vachement intéressant, vraiment intéressant. Il était super là-dedans, vraiment inquiétant, fragile, violent, tourmenté. Je trouvais super. Et puis j'aime bien aussi quand il se caricature lui-même. J'adore. Souvent, il y avait une série où il jouait un pilote d'avion. Je me rappelle plus comment s'appelait la série, mais il était tout le temps too much et tout. Mais il était drôle, il était vachement bien là-dedans. Il caricaturait le côté un peu poseur qu'on peut lui donner, si tu veux, et parfois qu'on lui demande, je pense, de prendre. Mais il a de l'humour là-dessus. Et notamment, on avait fait une série Stalker, qui était dirigée par Christelle Wurmser. C'était pour TF1. Je crois que c'était pour TF1. Et là-dedans, il avait une palette où au début, tu peux te dire, ouais, bon, il fait son personnage un peu de flic, et pas du tout. Petit à petit, il y avait de l'humour dessus, et en même temps, de la profondeur. J'aime beaucoup. Ouais. Alors sur Most Wanted, il fait le FBI Most Wanted, il fait le chef, et bon, bah voilà, c'est le rôle du chef. Il envoie, il a la classe, il n'y a pas de problème ouais, là-dessus, ça c'est clair. On peut pas lui enlever. Dans quoi tu l'as préféré alors du coup? Alors je te dis, je pense dans American Horror Story. Moi, c'est là que j'ai préféré le doubler, je pense. Parce que la panel était vraiment très ouais, il y avait un panel, j'ai trouvé vraiment intéressant, et un peu psychologique et un peu poussé sur un film. T'as pas forcément le temps. Je l'ai bien aimé c'était La Chute de la Maison Blanche aussi. Je l'ai bien aimé là-dedans aussi. Il était vachement bien. Et puis dans Most Wanted, c'était sympa. Dans Stalker, j'ai bien aimé. Non, mais vraiment, si tu me demandes je dirais American Horror Story. Moi, c'est là que j'ai préféré. Ouais, ça marche. Les films d'horreur, c'est ton truc en général ou? Ah, j'aime bien, moi, oui, ça me dérange pas forcément. Ouais, ça dépend. Okay. Ça dépend. Faut que je sois en forme, que je sois pas trop. En ce moment, il y en a un qui marche très très bien, qui s'appelle Obsession. Ah je l'ai pas vu. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. C'est ta cam. D'accord. Et il y a un autre qui s'appelle Backrooms.
Ah oui, bah, j'ai pas vu encore. Souvent, je les vois en replay, moi, les trucs d'horreur. Je vais pas forcément au cinéma les voir, mais Ok, bah voilà, c'est deux films qui en replay, cartonnent. j'aime bien de temps en temps de faire un film d'horreur. Mais bien sûr, moi c'est en octobre, parce que c'est la période Ouais, d'Halloween, bah oui, machin. ouais, tout à fait. Et Ouais. donc là, c'est mon Ouais, mois bah où oui. je me les fais tous, mais bien Ouais. sûr. T'as un comédien récurrent que tu apprécies particulièrement? Alors attends, que je réfléchisse Ouais, bien parce que pour t'en as un pas. petit paquet, ouais. Oui, c'est pas pour, mais c'est surtout que je me trompe, que j'en oublie pas parce que c'est vrai des fois. Bon, alors le premier qui me vient en tête, c'est vrai, c'est l'acteur de NCIS, Dinozzo, parce que, enfin, donc Michael Weatherly. D'abord, parce que je trouve que c'est un excellent acteur. Franchement, il était vraiment formidable dans NCIS. Parce que je l'avais vu, donc je l'avais doublé dans Dark Angel où il était très sérieux, premier degré. Et la première fois que je l'ai doublé dans NCIS, enfin c'était même pas encore NCIS, c'était un crossover avec Jag. Hmm. Il faisait de l'humour et je comprenais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ah bah c'est de l'humour. Au bout d'un moment, on a compris qu'il faisait un personnage drôle. Je me disais, ah merde, putain. Et c'était tellement à l'opposé de ce qu'il avait fait avant. Et après, dans Boule, il a fait une création aussi différente. Il est fort, hein. Il est fort. Enfin, je trouve j'aime beaucoup son travail. Après, après, il y a évidemment les acteurs de 35, enfin Hugh Jackman, tu vois. Quand ça m'arrive de le doubler, je suis vraiment très heureux. C'est très intéressant. Il y a un film qui sort du lot avec Hugh Jackman. Greatest Showman, parce qu'il y a le rapport au cirque, Ah ouais. tu vois. Ouais. C'est vrai. Et puis Le Prestige. Le Ah bah Prestige, bien alors ça, j'ai sûr, Le adoré Prestige, mais doubler Le bien sûr. Prestige. C'était mon deuxième Exceptionnel. film que je doublais avec lui. Ouais. Et je l'ai rencontré au Grand Rex à Waouh, l'occasion de ce trop film. bien. Ouais, avec, Il a l'air tout à avec fait charmant. super charmant, très chaleureux, à l'image de ce qu'on imagine, mais vraiment sympa, quoi. Et Michael Caine, il y avait Michael Caine et Ah, Christopher Nolan. Hein, donc, Ah ouais, ok. et donc c'était un super truc. Mais oui, oui, Le Prestige, je pense que Le Prestige est peut-être le film. Mais après, il y a eu The Son là récemment. Et ça, c'était vraiment très intéressant à faire, The Son. Ok. Le film de Florian Zeller qui avait fait la pièce Le Fils, le Père, le Fils. Il y a eu Le Père avec Anthony Hopkins. Et là, ils ont fait The Son. Parce que le père, j'ai Fils. adoré. The Father, ouais, voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Et ben là, je sais pas si c'est pas une trilogie qu'il a écrite, Florian D'accord. Zeller. En tout cas, il y a Le Père et le Fils. Il y a les deux pièces qui existent. Et donc, bah voilà, et Hugh Jackman jouait ce rôle qui est pas facile. C'était vraiment très intéressant à faire, sous la direction de Jean-Philippe Puy-Martin. Et Le Prestige, c'était sous la direction de Eugénie Gérard. Oh. C'était vraiment intéressant. C'était la première fois, je crois, que je bossais avec elle. Et puis, mince, il m'en est venu un là qui m'a traversé la tête et qui a déjà reparti un autre film avec Hugh Jackman. Non, ouais, The Son, Le Prestige et Greatest Showman, je pense, je dirais que c'est le trio gagnant. Ah oui, non. Et alors, dans les acteurs que j'ai bien aimé doubler, il y a eu un film aussi que j'ai beaucoup aimé faire. C'est pas tellement, alors l'acteur, bien sûr, mais je sais pas si je pourrais le suivre sur d'autres films. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais Brendan Fraser, Ah oui. que j'ai doublé dans The Whale. Putain, quel film. Et qui est un film quand même Génial. exceptionnel, Ouais. et où il a été oscarisé. Dur, et où dur, il a dur, fait hein, mais. hyper dur. Et le travail du mec, le lâcher prise qu'il a, en tout cas, qui donne vraiment l'impression d'avoir, qui croit dans ce film, c'est excellent. Et donc se retrouver confronté à ça, c'était pas facile, mais alors, c'était passionnant, quoi. Brendan Fraser, Avec il a. Virginie Méry, c'était Virginie qui dirigeait. D'accord. Je pense que c'était formidable. Brendan Fraser, il a eu ses heures de gloire à la fin des années 90, avec La Momie, Georges de la Jungle. Et puis, il a un peu disparu, il a eu des problèmes psychologiques, et puis il a subi des harcèlements et des problèmes aussi, je crois, sexuels avec des producteurs qui ont un peu abusé de lui. Et depuis quelques années, il entame un comeback qui fait hyper plaisir à voir parce qu'il a pas mérité tous ces problèmes qu'il a subis et qu'il est disparu comme ça du paysage hollywoodien. C'était injuste. Donc, je trouve qu'il a gagné une profondeur. Ouais. Enfin, peut-être, j'espère qu'il Et n'a puis, pas trop morflé, mais en le tout cas... voir, à mon avis, un peu quand même, mais le voir... comment accepter les prix, parce qu'il a eu je sais pas combien de prix pour The Whale. Mais oui. Je sais plus si c'était à la Nostra de Venise ou tu vois à l'Ours de Berlin,
et de le voir vraiment en larmes, exploser enfin, ça fait hyper plaisir, c'est hyper touchant, quoi. Il est hyper touchant comme gars. Enfin bref. Bientôt, c'est Guillaume Orsat qui l'a beaucoup doublé, voilà, et qui dans La Momie, c'est lui. l'a doublé encore dans Rental Family. Voilà, et puis il prépare La Momie 4, je crois. Ah oui, donc ça risque d'être Guillaume vu qu'il l'a fait oui. sur la prélogie. Bah oui, normal. Si tu pouvais reprendre un rôle de ta carrière pour le redécouvrir aujourd'hui, lequel choisirais-tu? En doublage, tu veux dire? Ouais. C'est une bonne question, ça. Bah, en fait, c'est compliqué de raisonner comme ça, parce que je vais répondre, hein, je vais arriver à répondre, mais ça me donne le temps de réfléchir. Mais non, mais même c'est compliqué de raisonner comme ça. C'est un peu comme quand on refait des films, Oui. des doublages. Tu vois ce que je veux dire? Le Ils ont Parrain. été faits dans leur jus. Ouais. Parrain, Amadeus, Ouais. ou tu vois, moi, Amadeus, c'était pour moi un grand doublage que j'ai découvert quand j'avais 16 ans, 16-17 ans. C'était un film, bien sûr, que j'ai découvert avec ce doublage, avec Jean Topart qui doublait Salieri quand ils l'ont changé. Luc Hamet. Ouais. Et Luc Hamet, bien sûr, qui doublait Mozart. Et même s'ils l'ont refait le mieux possible, malheureusement, Jean Topart n'était plus... je ne sais pas s'il était décédé ou il n'enregistrait plus, mais en tout cas, il ne pouvait pas. Donc, il fallait trouver quelqu'un d'autre qui a été formidable, hein, vraiment, qui colle à la VO, etc. Mais c'est plus la même, c'est pas dans le jus. Bien sûr. Alors moi, j'adore faire, pour l'exercice, j'adore faire des vieux films, doubler des vieux films, trouver le vieux ton, tout ça, Oui, etc., à reprendre. C'est génial. J'en ai fait un récemment, c'était Que dites-vous, formidable. Michel? Voilà. Et tomber dans ce son, j'adore. Mais en tant que spectateur, j'aime moins, parce que j'aime bien que ce soit fait dans son jus, quoi. Alors c'est bien quand on s'en rend pas compte que ça a été fait plus tard, mais et donc moi, avec mes armes d'aujourd'hui, il y a certains rôles que je pourrais aborder mieux, certainement, mais j'aurais pas la voix de l'époque, tu vois, non. et ni la jeunesse en fait, qui est essentielle pour coller au rôle, tu vois. Donc j'ai pas trop ce truc. J'ai dit que je vais répondre, mais je vois pas trop comment répondre en fait. Ok, tu vois pas ce rapport. Non. Parce qu'effectivement, plus d'expérience, et du coup, tu te dis, je viens un peu au niveau de la voix, j'arrive quand même à varier pas mal ma voix. Peut-être que j'arriverai quand même à retrouver un timbre équivalent, similaire, ou qui se rapproche, mais avec ma qualité de jeu d'aujourd'hui et ma maturité. Ben, écoute, non, je vois pas. J'ai jamais pensé ça comme ça. Je vois pas trop C'est quel pas grave. rôle j'aurais envie de revenir dessus. Non, franchement, je vois pas. Ouais, je vois pas. Alors, Ouais. Botton en touche en ces temps de Coupe du Monde. Magnifique. Tout à fait, Thierry. Oui. Qu'est-ce qui te donne du sens à une vie d'artiste? Bah, d'exercer son art, quoi. C'est déjà la première chose, et de pouvoir l'exercer le plus librement possible. Et parce qu'en fait, alors d'artiste, bon, c'est un grand mot, hein, mais disons de tendre à ça, ou je pense quand même les conditions d'enregistrement, par exemple, si on parle de ça, je pense que ça donne du sens à ce qu'on fait. Et nous, on est là pour restituer le travail artistique d'un autre, quoi. Ou c'est vrai, quand on est en création de voix, d'un réalisateur, et trouver des personnalités, tout ça, là on est un peu plus en création quand même, des personnalités de personnages, mais je pense que avoir le plus de liberté possible, c'est pour l'artiste, c'est essentiel. Enfin, pour la fibre artistique qu'on a, c'est essentiel pour pas se sentir bridé. Et alors il faut de la contrainte, hein. C'est pas la question. Saint Thomas d'Aquin disait: il n'y a pas d'art sans contrainte. Voilà. Et ce que mon prof de théâtre me disait. Et c'est important, bien sûr. Et le doublage est une discipline basée sur la contrainte, hein, de toute façon. Mais
Je pense que c'est ça qui nous épanouit, c'est de pouvoir aller loin dans les directions qu'on peut prendre, d'en avoir la liberté, quoi. De pas se sentir coincé. Surtout, c'est-à-dire que la contrainte, elle a du sens. La censure, elle en a moins. L'autocensure, si tu veux, quand on est sur des plateaux où on n'ose pas, où, oh là, attention, on va choquer avant que le client soit lui-même choqué, c'est dommage, parce que je pense que nous, notre truc, c'est justement d'aller... un artiste, il est choquant, donc voilà. Quand on a une fibre artistique, on a envie d'être libre, d'aller assez loin dans ce qu'on a à exprimer et d'aller même peut-être au-delà de ce qu'on imagine techniquement. Tu vois, c'est d'apporter quelque chose de lâcher prise, d'inattendu, quelque chose que les autres pensent pas. Et donc, quand on te bloque là-dedans, je pense que c'est ça qui est dommage. Après, ouais, c'est ça. Pour moi, une vie d'artiste, c'est de pouvoir exercer son art. Pour moi, si on parle d'art, disons que ce serait celui de la parole, quoi, peut-être, tu vois, ou la passion de la langue française. C'est quelque chose que j'ai chevillé au corps. Après, enfin, ouais, vraiment, parce que c'est dans l'enfance, tu vois, que j'ai appris ça et que moi, ça m'irrite toutes les dérives du langage quand elles sont mauvaises. Le langage change, évolue forcément, mais quand ça restreint l'imaginaire, quand ça restreint la pensée, c'est pareil, quoi. C'est la même chose que une direction qui va te restreindre par principe. Alors qu'au contraire, ce qui est beau, c'est quand justement, même si c'est pas exactement ce qu'il a fait en anglais, c'est ce qui a été ressenti dans cet instant-là. Et on va y croire plus. Le public va plus y croire parce qu'à cet instant-là, on l'a ressenti, on est allé vers quelque chose qui nous a échappé. Je pense que c'est là où c'est intéressant et moi je trouve mon équilibre artistique, si tu veux, en jouant au théâtre, en écrivant, et le doublage fait partie de la palette aussi et c'est génial. Ça a été un outil d'apprentissage incroyable, le doublage. Quand tu fais ce que fait un autre, t'apprends plein de choses. Et puis c'est toujours remis en question, c'est toujours et ça devient un outil d'expression formidable aussi, quoi, pour moi. Donc voilà. Bon, je sais pas si j'ai bien répondu, mais enfin ouais, moi c'est comme ça que je m'épanouis. T'as très bien répondu. Allez, on va se faire une petite conclusion. Toi, le comédien, dans la société actuelle, sur les réseaux ou dans le monde réel, à quel point penses-tu que les gens jouent un jeu au quotidien ? Le masque social, bon. En fait, moi, ce que je sens, c'est... quelque chose qui a beaucoup changé, c'est ce besoin d'exister. Enfin, je sais pas, c'était pas comme ça, quoi. D'exister par sa propre image, de maîtriser son image, en fait. Je trouve que c'est quelque chose d'assez narcissique, dont je n'ai pas, moi, énormément besoin. Je suis pas de cette génération-là. Alors oui, je poste des trucs, mais plus pour montrer ce que je fais ou pour partager des infos quand je joue au théâtre ou pour voilà, faire un peu de pub. Mais ça me viendrait pas à l'idée de me mettre sur une plage ou de me mettre ou alors même les trucs politiques. Alors ça peut être important, bien sûr, il y a des moments c'est important, mais je trouve qu'on se raconte un militantisme là-dedans qui est pas toujours franchement réel, quoi. Et surtout l'impact que ça peut avoir. C'est un militantisme d'affichage. C'est ça. Ouais. Alors ça, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, moi. Je déteste ça. Le vrai militantisme, c'est pas un militantisme d'affichage. Ça n'empêche pas que des gens peuvent faire les deux, hein, mais voilà, moi j'ai du mal avec ça. Il y a un peu un truc, tout le monde peut être acteur, tout le monde peut être acteur de sa vie aussi. Alors acteur de sa vie, bien sûr, mais acteur. Enfin, tu vois, acteur, normalement c'est celui qui fait, quoi. Là, ça devient celui qui joue à être, quoi. C'est pas ça, l'acteur de sa vie. Et oui. Puis ça restreint encore une fois l'imaginaire parce que on voit des choses qui nous ressemblent,
sur les réseaux, donc qui retransmettent d'autres choses qui nous ressemblent. Au bout d'un moment, déjà, ça avait commencé avec certaines séries qui étaient proches de la vie. On s'identifie à des personnages, donc ça fait en fait des personnages qui nous ressemblent. Donc nous, on va ressembler à ces personnages. Je veux me voir moi à l'image. Bah oui, puis du coup, je veux ressembler à ce que je vois. Donc en fait, c'est un miroir face à un miroir face à un miroir, et au bout d'un moment, l'image, elle se rétrécit, quoi. Et c'est un truc qui est... Et avec les réseaux, je pense que ça a amplifié ce truc-là. Bien sûr. Donc il faut se méfier de cette dérive pour ne pas être juste une image et ne pas croire qu'on ne fait rien quand on poste rien. Parce que on a l'impression de ça, qu'on fait rien. Mais en fait, ceux qui font rien, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils font rien qu'ils vont poster qu'ils sont en studio. Mais En fait, c'est-à-dire que c'est quand c'est on y est tous complètement les l'inverse. jours, on poste pas. Et c'est ça, c'est complètement l'inverse. Si les gens postent, c'est qu'ils ont le temps de poster. Mais oui, souvent c'est ça, je ouais. trouve, moi. Quand tu bosses, t'as pas le temps de poster, en fait. Voilà. C'est que quand tu as un moment off, un jour où tu bosses pas, ou le week-end, que là, tu regardes les photos que tu aurais pu faire et tu peux poster. Mais les gens qui postent continuellement, c'est pour dire, regardez, je fais. Bah non, si tu étais en train de faire, tu pourrais pas poster. Exactement. Ouais. Après, j'ai du respect pour les personnes, par exemple, qui de notre métier ou quoi, qui s'exposent sur les réseaux en tant que doubleurs, qui prennent que je dis doubleur, mais évidemment, je fais l'erreur. Voilà, non, mais pour aller plus vite, mais bien sûr que c'est des comédiens de doublage et que c'est des comédiens spécialisés dans le doublage. On est tous comédiens, sinon on peut pas doubler des comédiens. Donc voilà, on double des stars, on double des gens qui ont un niveau de jeu très fort. Donc forcément qu'on est des comédiens. Et moi, c'est tellement induit que bon. Voilà, mais non, mais ils se présentent en tant que comédiens de doublage et ils sont présents sur des réseaux, tout ça. C'est pas pareil. C'est à la fois une vitrine, ils partagent leur expérience. Ça crée un lien avec le public que je trouve assez bénéfique en fait. Et bon, de temps en temps, je vais en convention aussi. On rencontre des gens, mais c'est vrai et c'est super. Les gens sont émus d'entendre nos voix parce qu'ils nous ont entendus dans des choses. Moi-même, quand j'étais petit, bon, je l'ai déjà raconté dans certaines interviews, mais je voulais rencontrer Actarus quand j'étais petit. Oh. Et quand j'ai rencontré... Et bon, c'était pas possible, bien sûr. J'avais 6-7 ans. Ma mère m'avait dit, mais tu peux rencontrer la voix. Alors, je comprenais pas bien, tu vois, la voix. Et puis, un jour, je me retrouve dans un foyer de comédiens à Malibu, je me rappelle, et je discute avec un vieux monsieur très sympathique. Et puis, franchement, je reconnais pas sa voix. Et on va pour enregistrer, et d'un coup... Et je reconnais sa voix, ça m'a fait une régression et un truc très fort. Donc ces gens qui sont sur les conventions, qui nous entendent et qui nous ont, depuis leur enfance, parfois qui nous ont repérés, identifiés et qui sont reconnaissants de ça, c'est très émouvant. Au Festival de Port-le-4, quand on voit, puis c'est souvent en plus c'est de l'animation, donc c'est souvent des enfants, des familles, c'est super touchant. Donc que les réseaux servent à ce lien-là, je trouve ça formidable. Hein. Je suis pas obtus par rapport à ça, mais par rapport à l'évolution de la société, il y a un écueil aussi de tous ces réseaux. De toute façon, on voit bien, hein, il y a tout ce qui est harcèlement, tout ça, tout ce qui est pédophilie qui permet de. En fait, les problèmes qu'on a dans la vraie vie se retrouvent sur la vie. Oui, puis alors, irréelle. Les grands théoriciens qui avant. C'est Fabrice Eboué qui disait ça, hein, que avant les mecs au bar, il y avait toujours un mec un peu original au bar qui disait ouais ben non mais la lune, la terre elle est plate, ouais c'est ça, ouais bah voilà. Mais avant il trouvait tout le monde le rencarnait, sauf que maintenant il peut en rejoindre d'autres par les réseaux qui pensent la même chose, et puis petit à petit. Puis comme tu disais, on n'a plus le droit de faire des accents, on n'a plus le droit de critiquer, on n'a pas, parce que les gens s'offusquent. Et du coup, parce que les gens s'offusquent, on s'auto-censure. Et du coup, il n'y a plus de régulation. Et puis il n'y a plus d'humour. Et déjà, il n'y a plus d'humour, c'est un drame absolu, mais il n'y a plus de régulation. C'est-à-dire que le mec, il disait, ouais, la terre est plate, les gens disaient, ta gueule, Dédé, reprends-en et ferme bien ta gueule. Et du coup, là, le mec, c'est tout, ça se régulait. Bah oui, puis alors, il a le droit de parler, bien sûr, mais c'est pas la question. Mais on a le droit du coup de se foutre de sa gueule aussi. Oui, c'est ça. Et bon. Tu parlais des conventions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, la personne qui me dit qu'elle m'aime ne m'aime pas moi, mais le perso que j'incarne, ou les persos que j'incarne, et de fait, de sentir une sorte de syndrome de l'imposteur ? Alors, je suis pas allé jusqu'à ressentir un syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, si elle ressent ça, c'est que je fais bien mon boulot. Tu vois. Après, oui, bien sûr. Je suis pas dupe, quoi. Tu vois. Mais il y a des rôles, il y a certains. Quand on fait de la création de voix, c'est un peu différent. C'est des œuvres françaises, on est la VO.
Et parfois, là, je me dis oui, effectivement, c'est mon travail que la personne apprécie en premier, quoi. Quand je double tel ou tel acteur, évidemment, c'est ce qu'ils aiment, c'est la chimie qu'on a entre nous deux. Mais c'est d'abord parce que cet acteur a joué ça comme ça et à cette image. Et en fait, oui, moi, je peux mettre en valeur son travail, mais lui met en valeur ma voix. Hein, faut quand même pas oublier non plus. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, mais c'est d'abord le moteur, c'est d'abord tout le travail qu'a fait cet acteur, tu vois, dans The Whale, le travail monstrueux qu'il a fait. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait au début. Alors, d'ailleurs, c'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est que eux, ils bossent avec des coachs, tout ça, ils travaillent bien très en amont. Nous, on a pu voir le film avant, là, mais on a essayé de se mettre dans la peau du personnage. On a enregistré sur un canapé, tu sais. Parce qu'il est tout le temps tellement assis, tout ça, on a enregistré sur un canapé. Beaucoup comme ça, etc., pour avoir le goitre, etc. Et puis faire sentir l'oppression. Quand il avait le respirateur, j'avais les doigts comme ça dans le nez, machin. J'ai du mal à faire cette scène d'émotion, je vois pas pourquoi. Et c'est vrai. Mais c'était... Et ça m'aidait aussi, tout ça. Mais malgré tout, ils ont travaillé très en amont, nous non. Et donc, quand les gens apprécient notre travail sur du doublage, moi, je suis content. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot de transmettre ce que l'acteur a fait, quoi. Voilà, donc je suis pas un imposteur puisque je transmets, mais c'est pas moi qu'elle aime, non. Ça, je suis d'accord. J'ai pas dit que t'étais un imposteur. J'ai dit non, que mais tu pouvais avoir me le ressens syndrome pas comme ça. Bien sûr. Je me ressens ressens pas comme ça parce que je me dis, je suis un comédien qui fait bien son travail dans le doublage puisque je transmets ce que l'autre a créé, quoi. Ouais. J'ai bien fait mon taf, quoi. Voilà. Mon taf, les mecs. Voilà. Le moins mal possible. Bon, merci Xavier. Et bravo pour ton talent et ton humilité. C'est impressionnant, sincèrement. Bon, merci. Allez, salut l'artiste. Salut.